Le communalisme comme alternative démocratique, c'est un sujet qui nous tient à cœur à se fédérer. On en parle dans les différentes rencontres qu'on a déjà faites, on a déjà évoqué, mais on ne l'a jamais traité en tant que tel. Donc là, on s'est dit que c'était l'occasion, pour différentes raisons. Pas parce que c'est un jour d'élection, on n'a pas fait du tout exprès. Pas non plus parce que c'est les 150 ans de la Commune de Paris, mais pour toutes ces raisons. Et aujourd'hui, on a décidé plutôt d'axer sur les expériences étrangères, sachant qu'à la rentrée, vraisemblablement, on fera quelque chose plus centré sur la France, avec ce qui peut se passer en France. Mais là, on a décidé, donc, avec les opportunités qu'on a, les gens qu'on a, les intervenantes et les intervenants qu'on a pu contacter, de vous parler du Mexique dans un premier temps. On va procéder dans cet ordre-là. Ensuite, du Rojava et enfin du Venezuela. Alors, quelques pistes de réflexion peut-être pour entamer ça, mais chaque intervenant, de toute façon, exposera sa vision. On pourrait se demander, dans un premier temps, en fait, quelles ont été les conditions d'éclosion de ces expériences. Chaque pays, chaque région a sa spécificité, son héritage historique, les guerres qu'il y a pu y avoir, les discriminations envers des minorités. Parfois, comme au Venezuela, on verra que c'est peut-être par les élections que c'est venu. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans ces expériences, quels sont les rapports de collaboration, mais aussi souvent de conflictualité que peuvent entretenir les organisations communalistes avec les institutions étatiques. Et c'est souvent pas une partie de plaisir, hein. Ça peut aller de la guerre civile à plus ou moins une paix armée. Donc, ça se fait jamais en harmonie complète. Malgré toutes ces difficultés, en fait, un des points sur lesquels on voudrait insister, c'est les apports bénéfiques concrets qu'apportent ces expériences, à la fois sur le plan politique, mais aussi économique et sociétal. Tout en essayant d'être le plus objectif possible, parce qu'il peut y avoir ça, parfois dans certains milieux militants, on va dire, une vision un peu romanesque de certaines expériences. Et quand on est épris d'idéal, puis en fait, ça peut être un peu biaisé, parce que quand on va sur place et qu'on voit la réalité, elle est souvent moins parfaite qu'on la souhaiterait. Bon, par contre, il y a aussi une autre partie de ce que j'appelle les militantes et les militants, mais qui sont plus cartésiens, qui, eux, dénigrent plutôt un peu ces expériences. Ça existe aussi, et il faudrait peut-être penser à les étudier un peu plus sérieusement pour pouvoir s'inspirer peut-être de certaines pratiques. Voilà. Bon, on verra aussi quelles sont les limites des modèles, hein, parce que, comme je le disais, tout ne se fait pas en harmonie, donc il peut y avoir au sein même des communautés des limites, ne serait-ce que par l'échelle à laquelle elles se passent, donc en termes de production, de confort, entre guillemets, des populations. Ce sont des modes de vie qu'il faut appréhender. Et puis, évidemment, toutes ces expériences sont confrontées, vivent dans le monde, hein, et elles sont confrontées à des forces réactionnaires, un isolement géopolitique, parfois un blocus. Et ça, évidemment, ça ne leur rend pas la vie facile. Voilà. Et après, en conclusion, on pourrait peut-être essayer de voir comment articuler au sein de ces expériences la verticalité et l'horizontalité qui n'est jamais complète, pour voir comment pérenniser et développer ces modèles. Voilà, donc il y a 3 intervenantes et intervenants ce matin. On va commencer par le Mexique. On a le plaisir d'accueillir donc Élise Haddad, qui est historienne et enseignante, et qui est très impliquée, en particulier dans le groupe de coordination là, de l'accueil des apatistes du Chiapas, qui devraient rejoindre l'Europe cet été. Donc, Élise, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Et je vais partager mon écran, comme ça je vous parle en vous mettant en même temps quelques images de là-bas. Je trouve que ça fait toujours un bon support. Hop. Partager l'écran.
Voilà. Est-ce que vous pouvez me faire des petits signes, pouce vers le haut si ça marche bien, pouce vers le bas si c'est horrible? Ça a l'air d'aller très bien. Et donc voilà, je vais vous parler de l'expérience zapatiste, évidemment à partir de ce que moi j'ai pu en voir et en fréquenter, depuis 2014, qui est la première fois que je suis partie là-bas, un peu après avoir, entendu des choses, comme, vous tous un jour ou l'autre ou peut-être maintenant pour certains pour la première fois, un peu après avoir lu des choses. Et donc je suis, dans une forme de solidarité, différentes formes de solidarité avec ce mouvement depuis cette époque-là. Donc j'en parle forcément avec bienveillance parce que pour moi c'est un des une des expériences, qui donne beaucoup d'espoir, politique. Mais je vais essayer de vous décrire, voilà ce que j'en vois, ce qu'ils disent eux-mêmes et d'ailleurs ils n'hésitent pas à poser des limites. Alors j'imagine que pour beaucoup de gens, les zapatistes à première vue, un peu ce dont on part comme idée, c'est le café. Voilà, vous avez peut-être beaucoup d'entre vous déjà acheté du café zapatiste. De fait, les zapatistes sont implantés dans le sud, dans le sud-est du Mexique, en fait, à la frontière avec le Guatemala. Et effectivement, ils cultivent la terre et une partie de leurs produits, c'est du café qui est souvent diffusé par les groupes de solidarité, et qui est l'occasion un peu en même temps, de parler de leur lutte. Et puis sans doute, je vous ai mis à droite une image du sous-commandant Marcos, notamment, peut-être ceux qui ne sont pas les plus jeunes, d'entre vous ont sans doute déjà vu ces photos et déjà entendu, parler, du sous-commandant Marcos, dont on dit, on en reparlera, mais dont on dit qu'il n'existe plus aujourd'hui, qu'il a fait place à une autre figure. Mais avant ça, je voudrais revenir avec vous, essayer de voir ce qu'il y a derrière donc cette image qui est un peu l'image d'Épinal et d'où ils viennent, ne serait-ce que chronologiquement. Ce qu'ils appelleraient eux leur chemin, un peu, dans leur langage. Alors d'abord, il faut vous dire que ce mouvement zapatiste, il naît dans un certain terreau. Ce qu'ils diraient eux-mêmes, c'est qu'ils sont indigènes du Mexique. Donc en quelque sorte, ça fait 500 ans que d'une manière ou d'une autre, ils essayent de résister, ils essayent de se rebeller. Eux, voilà, ils choisissent de s'inscrire, dans cette longue durée. Moi, la première fois que je l'ai entendu, ça m'a paru un peu comme ça, une manière très romanesque de dire les choses. Hem, En fait, depuis, il se trouve que je me suis un peu plus intéressée à l'histoire du Mexique et de la zone maya en particulier. C'est quand même pas seulement un conte et pas seulement une formule, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a régulièrement, des révoltes tout au long du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle et donc c'est pas si absurde de leur part de dire: «Oui, on s'inscrit dans un contre-modèle à cette société qui, pour nous, est arrivée au moment de la conquête et a continué à se développer sous différentes formes, depuis». Hem Et donc ce terreau existe, dans les années, 70, il s'exprime sous la forme de communautés indigènes, qui s'organisent beaucoup par le biais de l'Église, la théologie de la libération, mais pas que. Et là-dessus arrive, on le sait maintenant, mais évidemment sur le moment, c'est vraiment complètement, clandestin et secret, ceux qui s'appellent le ZLN. Au début, ils sont une douzaine, hein, donc ils disent, 6 mestizos, comme ils disent, donc non indigènes et 6 indigènes, donc très très peu de monde. Et ils s'implantent dans ce qu'on appelle la forêt de Lacandon, qui est une sorte de jungle qui existe dans les parties chaudes du Chiapas. Le Chiapas, c'est une région avec beaucoup de relief, hein, donc quand on est en haut, à 2000 mètres d'altitude, c'est ce qu'on appellerait la zone froide, et puis en bas, la zone chaude tropicale. Donc ils s'implantent là dans l'idée de faire un foyer de guérilla, en mode un peu Che Guevara, c'est ça l'idée au départ. Et puis, bah, dans ce qu'ils racontent, là-dessus, les seuls documents qu'on a, c'est ce qu'ils racontent eux. Donc ils nous disent qu'ils restent, que c'est pénible d'abord d'être dans la jungle, qu'ils se lient forcément avec les communautés et puis qu'il leur arrive quelque chose, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'envisager la révolution en termes de prise de pouvoir national. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se mélangent avec les indigènes et ils se rendent compte que localement, ce que veulent les communautés, c'est pas forcément aller prendre le pouvoir à l'échelle nationale et changer de régime. C'est vraiment construire quelque chose, à l'échelle de ce qu'ils sont eux. Et ça ne veut pas dire non plus, vous allez voir, qu'ils abandonnent totalement l'échelle nationale du Mexique, mais en tout cas, ce qui se construit essentiellement, c'est à l'échelle de ces communautés et ça va se fondre petit à petit, dans les formes locales. Alors dans la version très comme ça, mise en récit, narrative, jolie qui est publiée parfois, c'est un peu la figure du vieil Antonio, si vous avez déjà lu des contes zapatistes. Donc le vieil Antonio, c'est un indigène d'une communauté qui raconte, qui transmet et qui transmet la manière de faire, qui transmet la tradition, une tradition vivante, hein. Il ne s'agit pas de refaire exactement comme avant, mais qui transmet un peu cet héritage
aussi des communautés et la manière dont on peut se diriger ensemble dans le respect des uns des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire qui soit autre chose que ce mauvais gouvernement, comme ils disent. Alors, ils choisissent de s'appeler zapatistes, donc peut-être pour le redire, c'est une référence à Emiliano Zapata, donc à la révolution mexicaine de 1917. Emiliano Zapata, c'est effectivement la figure indigène de cette révolution mexicaine, donc c'est une des raisons de choisir son nom. C'est aussi quelqu'un un peu ce qui marque dans son histoire et qui fait qu'on choisit son nom, c'est qu'au moment où ils ont pris, ils sont allés à un des moments, c'est une des factions de la révolution mexicaine, peut-être la plus radicale, en tout cas ceux qui insistent sur les paysans, le partage des terres. Et à un moment, lui et Pancho Villa atteignent Mexico, ils prennent pour ainsi dire le pouvoir, c'est-à-dire le siège, le trône. Et il y a cette photo d'Emiliano Zapata qui est sur le siège et qui a l'air de ne pas vouloir du tout y rester. Donc c'est resté un petit peu dans la légende comme ça. De fait, il est parti tout de suite. Et donc ils ont choisi cette figure d'Emiliano Zapata pour dire ça. C'est vraiment un truc assez central, hein, dans le mouvement zapatiste. De ne pas aller attraper le pouvoir et le prendre pour faire ce qu'on veut, mais de dire non, on veut une autre forme, une autre manière de se gouverner. Bon, et donc tout ça avance, ils se donnent un nom, ils sont dans la clandestinité, ils augmentent en taille, beaucoup de personnes des communautés les rejoignent, mais aussi changent le mouvement de l'intérieur, comme on vient de se dire, jusqu'à ce que, un beau jour du 1er janvier 1994, et là sans doute vous en avez déjà entendu parler, éclate effectivement une forme de révolution, de révolte armée, en tout cas au Chiapas, au cours de laquelle ils prennent les 5, on dit cabezas, enfin les petites capitales de sous-régions dans lesquelles ils sont présentes. Et donc, ils parviennent à les prendre, hein, dans la surprise. C'est-à-dire qu'un truc qu'ils avaient super bien réussi, c'est la clandestinité. Vraiment, manifestement, ils étaient sous le radar. Ils n'avaient pas été repérés. Et dans un mouvement de surprise comme ça, ils parviennent à prendre les grandes villes le jour même, le 1er janvier 1994, où le Mexique entrait dans les accords de libre-échange d'Amérique du Nord, ce qui n'est pas le hasard, hein. Ils ont choisi de se manifester à ce moment pour protester contre un certain nombre de mesures préalables à l'entrée dans les accords de libre-échange. Notamment la principale, c'est une mesure pour ainsi dire, de privatisation, de possibilité d'achat et de propriété privée sur toutes les terres. Et ça, c'est une grosse, 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 grosse bataille pour les communautés indigènes, puisqu'ils ont des formes de propriété collective. La terre qui appartient à la communauté et qui est attribuée aux personnes qui en ont besoin, mais pas en propriété privée. Ils vont pas la vendre, ils peuvent pas faire hériter à leurs enfants. Donc ça c'est un gros point d'achoppement avec les accords de libre-échange. Donc voilà, on est en 94, révolte armée. Évidemment, ils ne sont pas non plus super forts face à l'armée mexicaine, hein. L'armée mexicaine, c'est une vraie armée. Eux, c'est des gens qui se sont entraînés, qui ont des fusils, mais ce n'est pas une armée de métier, ils ne sont pas très nombreux. Donc en soi, avec le coup de la surprise, ils pouvaient prendre les 5 villes, et c'est déjà une manière de regagner une forte dignité par rapport à ce qu'on pense des petits indigènes au Chiapas, mais ils n'allaient pas tenir par la militarisation. Et en fait, ce par quoi ils vont tenir, c'est d'abord une forte mobilisation, comme ils disent, de la société civile organisée dans tout le Mexique et dans le monde. C'est-à-dire des gens qui ont dit non, on n'envoie pas l'armée, qui ont fait d'énormes manifestations au Mexique en disant on ne va pas envoyer l'armée pour les tuer tous. Parce que ça, c'était une option, hein. Le gouvernement mexicain pouvait faire ça. Un énorme massacre, noyer tout ça dans le sang. Et là, c'est vraiment l'écho international et c'est une leçon qu'ils ont retenue, hein. C'est quelque chose à quoi ils tiennent. Vous allez voir dans la suite qu'il y a vraiment encore aujourd'hui beaucoup de liens avec l'ensemble du pays, du Mexique, avec l'international. Et ils se rendent compte qu'ils tiennent aussi par cette sympathie qu'ils évoquent, par la solidarité politique. Et donc, au bout de 12 jours, beaucoup, beaucoup de manifestations, eux acceptent de poser les armes. C'est-à-dire, ils disent aussi, oui, nous aussi, on entend la société civile qui ne veut pas de guerre dans son pays. Donc, ils déposent les armes, ils ne les rendent pas, hein, ils ne les ont jamais rendues depuis. Je ne sais pas dans quel état elles sont depuis 1994. En tout cas, ils insistent pour dire qu'ils ne les ont jamais rendues, ils les ont déposées. Et ils ne les ont pas ressorties depuis. Et ils s'assoient à la table des négociations qui vont durer, puisque vous voyez la date là sur l'écran jusqu'en 96, donc on a quand même 2 ans de négociations avec des médiateurs, notamment l'Église qui est partie prenante sous la personne de Samuel Ruiz, mais sous de nombreuses personnes au Chiapas. On a une Église qui est restée pas mal héritière de la théologie de la libération,
qui prend souvent le parti des indigènes, une église catholique assez différente de celle qu'on connaît ici, pour le dire vite. En tout cas, négociation, négociation. Intéressant, il négocie au nom de tous les indigènes du Mexique. C'est-à-dire ce qu'il négocie, c'est la possibilité d'autonomie, de créer leurs propres écoles, d'avoir le droit de s'autogouverner. Et ils disent que ce n'est pas que pour nous. Toutes les populations indigènes au Mexique ont ce droit au respect de leur langue, au respect de leur manière de s'organiser. Ces accords vont donc être signés à San Andrés, qui est une localité proche dans des caracoles, dans les hautes terres, les terres froides aujourd'hui, en 96. Sauf qu'en 96, ces accords ne sont pas ratifiés par le gouvernement mexicain. Ça, c'est une affaire qui va durer super longtemps. Le gouvernement traîne, le Parlement mexicain ne ratifie pas. En 2000, élection d'un président au Mexique, d'un parti un peu plus à gauche, enfin de gauche gouvernementale, hein, de gauche un peu tranquille, mais bon, en tout cas, il est élu et les zapatistes se disent quand même là, il y a peut-être un espoir. En 2000, les zapatistes vont donc marcher jusqu'à Mexico, aller parler. Ils vont jusqu'au Parlement, ils disent vraiment il faudrait ratifier ces accords. Donc sous la présidence de Vicente Fox. De fait, ces accords vont être ratifiés, mais sous une forme vraiment vidée de son contenu, qui relève plus de ah, ces gentils indigènes, il faut respecter leur langue et la valoriser, et pas du tout d'un transfert, enfin de forme d'organisation politique et de droit de décider pour soi-même. Donc là, grosse désillusion, parce que quand même, on est 4 ans après la signature des accords. Ils ont marché jusqu'à Mexico, ça a été une caravane énorme à travers le pays. Ils ont parlé devant le Parlement du Mexique des trucs auxquels on ne pouvait pas s'attendre avant 94, quoi. Et malgré tout, le truc est vidé de son sens. Et donc là, ils disent en 2001, OK, très bien, alors notre autonomie, si c'est comme ça, on va la construire nous-mêmes. Euh, voilà, ça n'a pas été ratifié, on s'en fiche, on y va. Nous, on les applique, ces accords, de notre côté. Mais ça veut dire avec leurs propres moyens, évidemment. Et donc voilà, quand vous rentrez en territoire zapatiste aujourd'hui, il y a beaucoup de ces panneaux-là que vous avez peut-être déjà vus en photo, qui disent Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece, junta de buen gobierno. Et donc ils construisent ce qu'ils appellent le buen gobierno, le bon gouvernement, donc des conseils de bon gouvernement. Le mauvais gouvernement, ça veut dire celui du Mexique, celui du Chiapas, et puis même au niveau municipal, dont ils estiment qu'il ne fait pas le bien des communautés. Ils disent, nous, ce qu'on construit, c'est du bon gouvernement. Autour de 5 caracoles, aujourd'hui il y en a plus, mais à l'époque, au début, ils en font de 5. Les caracoles, c'est des centres de rassemblement et de coordination des conseils de bon gouvernement. Alors, comment ça marche cette affaire? Politiquement, ce dont on vient de parler, les juntas de buen gobierno. Comment on fait pour que ce soit autre chose qu'un gouvernement, mais juste par des indigènes? Parce que c'est pas vraiment ça qu'ils veulent faire. Ils veulent pas juste changer la couleur des gens qui sont au pouvoir. Alors, beaucoup de garde-fous de leur part. D'abord, il s'agit de ne pas faire des politiques une classe différente, une classe qui serait plus riche, plus rémunérée. Donc, pas de rémunération pour les personnes qui acceptent cette charge. Et ils disent bien une charge. Ils n'ont pas un mandat, ils n'ont pas une chance, il n'y a pas des élections, ils ne vont pas chercher le pouvoir, jamais, rien de tout ça. C'est une charge. Et cette charge, chacun l'accepte à son tour. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse passer par différentes responsabilités. Ensuite, cette charge, elle est collective, pour éviter que ce soit une seule personne. C'est-à-dire, ce sont toujours des conseils, juntas de buen gobierno, juntas, ça veut dire conseil, c'est toujours collectif, et collectif, c'est du monde, hein. Souvent, c'est une vingtaine de personnes, une junta. Ça varie selon les zones, chaque zone, en fait, a un petit peu son autonomie dans la manière de construire, mais disons autour d'une vingtaine. Et enfin, il ne faut pas que ces gens soient séparés, vous voyez, ils viennent de chaque communauté, pas village, mais groupement de villages, et il ne faut pas qu'ils sortent de cette ville-là. Imaginez s'ils étaient élus pour 3 ans, ils vont passer 3 ans au Caracol, en fait, ils s'éloignent vachement de leur réalité. Et donc, pour ça, plusieurs mesures. D'abord, de faire une responsabilité tournante, c'est-à-dire sur un mois, chaque équipe fait 10 jours dans le mois. Ça, c'est une manière de tourner. Ça veut dire on fait 10 jours, ensuite on revient dans son village pendant 20 jours. Et le mois suivant, on retournera de nouveau les 10 premiers jours du mois. Donc ça permet de rester vraiment ancré dans les réalités, de parler avec les personnes, de vraiment continuer à faire partie du groupe dont on vient. Et ça permet de continuer à cultiver ces terres, puisque une des questions, évidemment, je vous ai dit, on ne les paye pas, mais ces gens ne sont pas riches, ils ont besoin de manger. Donc une des questions, c'est, puisqu'il n'y a pas de rémunération, comment on fait pour subvenir aux besoins des gens qui prennent ces fonctions politiques, mais en fait qui prennent n'importe quelle fonction aussi d'éducation, etc.,
Et donc là, il y a différentes réponses selon les zones. Ça peut être les aider à cultiver leurs terres, s'ils sont absents 10 jours par mois, ou s'ils sont promotores d'éducation, ça veut dire ils enseignent, ils sont pas, la plupart du temps, ils ne peuvent pas aller au champ. Ça peut être les aider à cultiver leurs champs. Ça peut être partager avec eux une partie de la récolte de maïs. Il y a différentes manières de faire, mais c'est toujours sous cette forme, quoi. Il n'y a pas de rémunération en argent. L'argent ne sert pas à rémunérer les gens qui prennent des fonctions. Évidemment, tout ça, ça suppose une construction économique, puisque je vous dis, l'argent ne sert pas à rémunérer les gens, mais vous vous doutez bien que des fois, il y a besoin d'argent. Le besoin principal d'argent au quotidien, en fait, c'est le transport. Puisque pour s'organiser ensemble, il faut prendre ces collectivos, ces minibus. Alors, il y a à certains endroits, il y a des petites compagnies de minibus qui font partie de l'autonomie zapatiste, mais eux aussi doivent payer l'essence, doivent payer le camion, doivent payer les réparations. Donc, quand même, il y a toujours besoin d'argent. Et cette construction économique, eh ben, elle se joue en créant des coopératives autonomes, qui peuvent être des coopératives d'élevage, avoir un troupeau collectif, qui peuvent être, il y a aussi des champs collectifs. Et donc, si ce champ est un champ de café, ça peut être la coopérative de café, et qui sont des coopératives qui servent vraiment à faire les travaux collectifs ensemble, c'est-à-dire à distinguer des travaux individuels. Ils sont cultivateurs, ils peuvent cultiver du café, ils peuvent vendre leur café en coopérative, c'est une chose, mais ça finalement c'est individuel ou familial. Mais par ailleurs, des coopératives vraiment collectives, c'est-à-dire l'idée c'est les besoins en argent de la communauté, on les génère en travaillant ensemble. Et donc ça crée du commun. On va tous ensemble s'occuper des bêtes. Et puis parfois l'élevage, par exemple à la Realidad, il y a un élevage de vaches, c'est les femmes qui s'en occupent. Et donc ça c'est une manière en tant que femme de dire voilà, nous on est capable de s'occuper des vaches. Et petit à petit on va récupérer ce savoir-faire au fil des années, qui est un savoir-faire au départ typiquement masculin. Ça peut être aussi des coopératives d'artisanat bien sûr, de café, ça c'est celle qu'on connaît le plus. Mais donc ça sert à générer des revenus collectifs pour ce dont la collectivité a besoin, essentiellement le transport qui permet de s'organiser politiquement. Parfois quand il faut construire un bâtiment et qu'une partie des matériaux ne sont pas forcément trouvables sur place. Ils construisent beaucoup en bois, mais il y a aussi parfois besoin de parpaing, acheter des choses comme ça, etc. Donc il y a une vraie construction économique. Évidemment, l'éducation, dont on parle beaucoup. Au Chiapas, en dehors des communautés zapatistes, donc avant 94 et encore aujourd'hui, il y a un enseignement public, mais qui est très, très, très négligé. C'est-à-dire l'État mexicain s'en fiche un peu quand même, pour le dire comme ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il place là des gens qui n'ont pas de formation, des gens qui ne viennent pas tous les jours. On parle vraiment d'une école où le maître d'école est très souvent absent, au sens où s'il est là un jour sur deux, on a de la chance. On parle d'une école qui se prétend bilingue, mais où le gouvernement mexicain va envoyer un maître, mettons, qui parle nahuatl et espagnol, donc il est bilingue, super. Par contre, c'est pas la langue de la région. Donc en termes d'enseignement bilingue, c'est un peu raté si vous envoyez quelqu'un qui ne parle pas la langue de la zone. Donc vraiment de cet ordre-là, un truc, franchement, ça ne marche pas, quoi. Nous, on peut critiquer notre gouvernement, mais là, on est dans un autre ordre de grandeur. Et donc, eux ont décidé de construire un enseignement réellement bilingue, du moins dans les langues qui chez eux pratiquent, dans les zones qui chez eux pratiquent encore les langues indigènes, puisqu'il y a quelques zones là-bas où on parle plus d'autres langues que l'espagnol. Mais dans la plupart, on parle une langue ou une autre. Ça peut être un enseignement trilingue, parce qu'il y a des municipios, des villages, où on parle par exemple à la fois le tojolabal et le tzeltal et l'espagnol. Et donc là, c'est vraiment former eux-mêmes, issus du lieu, un personnel d'éducation, notamment pour l'éducation primaire. L'idée que l'éducation primaire, elle soit offerte partout, dans toutes les zones, par des gens qui méprisent pas les enfants, qui viennent de là, qui ont été ces mêmes enfants dans ces mêmes écoles, qui parlent à la fois l'espagnol et la langue locale, qui traitent bien les enfants et qui leur apprennent toutes ces langues en même temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas de choisir entre sa langue maternelle et l'espagnol, mais vraiment de construire avec les deux. Donc ça, c'est l'enseignement primaire. L'idée, c'est de l'offrir à tout le monde, garçons et filles, c'est-à-dire que la jeune génération zapatiste, les filles savent écrire, et ce n'est pas toujours le cas de leur mère, hein. Là, il y a une vraie différence de génération. Ceux qui ont été éduqués après 94, ça fait cette énorme différence-là, et qui est aussi une possibilité de participer. Enfin, ça change beaucoup de choses, quoi, que tout le monde sache écrire. Pour la participation aussi aux juntas de buen gobierno, sans entrave, etc. Et donc ça, c'est l'éducation primaire. L'éducation secondaire, c'est pour ceux qui veulent, puisqu'ils peuvent décider de faire des choses plus techniques, d'apprendre un savoir-faire plus technique, ou de continuer pour devenir eux-mêmes enseignants d'école primaire. Et donc là, ça se fait souvent plutôt au caracol. Ça implique souvent de voyager un peu en dehors de son village. Au-delà de l'éducation primaire, c'est un peu plus le choix de chacun et de ce qu'il veut faire. Et enfin, la santé.
double système de santé, c'est-à-dire qu'ils essayent de former des gens qui maîtrisent ce que nous, on appellerait la médecine classique, quoi, la médecine chimique occidentale avec des médicaments comme on en a nous, puisque ce système, il existe, mais il est très, très défaillant au Chiapas et ils disent qu'en tant qu'indigènes, ils sont vraiment super maltraités, mal accueillis, soignés en dernier, mal soignés. Donc s'ils le font eux-mêmes, bah, voilà, ce sera dans le respect. Donc il y a celui-là et puis en fait, c'est un double système de santé au sens où ils promeuvent aussi les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire beaucoup l'utilisation des plantes locales pour ce qui peut se soigner par les plantes, pour l'accompagnement aussi des accouchements, des accoucheuses qui utilisent, les techniques qu'eux ont héritées de leur tradition. Donc là, ils utilisent, les 2 dans le système de santé. Donc pareil, c'est des gens qui se forment, qui sont promotores de salud, qui s'occupent de la santé, comme il y a des promotores de educación pour l'éducation, heu et qui sont, oui, soit aidés pour s'occuper de leurs champs, soit on leur donne une partie de la récolte et eux, leur charge en échange, c'est une partie du temps de s'occuper de ces domaines-là. Et enfin, peut-être un mot parce que les questions reviennent souvent là-dessus et de fait, c'est une grosse partie de de leur combat, sur, la place donnée aux femmes. Bon, traditionnellement, heu, au Mexique en général, dans une société patriarcale en général sans doute, mais en particulier dans les communautés indigènes, les femmes, comme elles disent, souffraient doublement d'être indigènes et d'être femmes. Notamment, enfin, vous voyez ce que c'est dans des sociétés indigènes et pauvres dans lesquelles l'alcool fait de grands ravages. Ça fait beaucoup plus de violences faites aux femmes et donc ça a été un gros axe, du combat et de la construction, depuis avant 94 déjà. Une des implications de la loi des femmes qui est passée à ce moment-là, il y en a plein que nous, on aurait deviné sans problème, hein. Elles ont droit à l'éducation, d'apprendre à lire comme les garçons, elles ont le droit, à la santé, notamment quand elles viennent d'avoir un bébé, au moment de l'accouchement et des suites de couches. Mais une chose qui peut-être nous serait moins venue à l'idée, dans la loi des femmes, il y a l'interdiction de l'alcool, puisque là-bas, c'était un gros, gros fléau. D'ailleurs, dans les communautés non zapatistes, ça se voit encore, hein. C'est-à-dire toute cette pauvreté, cette humiliation, elle se traduit aussi dans un taux d'addiction extrêmement fort à l'alcool et qui implique des violences faites aux femmes. Donc c'est la loi des femmes jusqu'à aujourd'hui dans toutes les communautés, enfin pour toutes les personnes zapatistes, quoi, où qu'ils soient, y compris j'imagine pendant leur voyage en Europe, c'est ne pas prendre d'alcool. Voilà, mais ni d'autres drogues d'ailleurs, c'est l'ensemble des drogues, mais de fait, celle qui était la plus accessible là-bas, c'était l'alcool. Hem À part ça, gros efforts évidemment pour la participation des femmes, qui sont des efforts de longue haleine, hein, dont ils ont dit eux-mêmes pendant des décennies qu'ils avaient du mal à arriver à la moitié des personnes des juntas de buen gobierno qui seraient des femmes, notamment dans l'ancienne génération, celles qui n'ont pas appris à lire, écrire, et qui n'ont pas, voilà, qui ont pas forcément l'envie, la possibilité, enfin ce sont des gros obstacles à la participation. Donc ça progresse avec la jeune génération. Dans certaines des 5 zones, ils sont arrivés, participation moitié-moitié, dans d'autres pas forcément. Mais ça, c'est un gros axe, de travail quoi, que les femmes aient leurs projets, que les femmes avancent et qu'elles aient leur place. Hem, je prends encore quelques minutes, je vois que je parle trop. Hem, là, je vous parle de la construction sur place, mais quand même, je crois que c'est important de dire qu'il y a ce rayonnement et ce lien qui se fait avec l'échelle nationale du Mexique et internationale. Nationale d'abord, c'est-à-dire ils se sentent vraiment mexicains et ils veulent agir à l'échelle du Mexique et je pense qu'on peut dire qu'une de leurs grosses, grosses, grosses actions, c'est se coordonner avec les autres peuples indigènes du Mexique en lutte au sein du Congreso Nacional Indígena, CNI. Quand vous voyez CNI, et vous le verrez par exemple, la délégation zapatiste et du CNI qui va venir cet été, en fait, ce ne sont pas que des zapatistes, et c'est vraiment proposer, impliquer, c'est eux qui ont réimpulsé, la recréation. Le Congreso Nacional Indígena avait existé une décennie plus tôt. Ils ont impulsé sa recréation, c'est une instance qui se réunit régulièrement et qui tente de peser dans la vie politique du Mexique pour que les indigènes aient toute leur place. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros, gros rayonnement, c'est hyper important pour eux. Ils se coordonnent notamment pour lutter contre la répression, les violences de l'armée, du gouvernement, de la police, mais pas que, aussi pour proposer des choses. À la dernière élection présidentielle, ils ont proposé par exemple une candidature d'une indigène, alors évidemment qui avait aucune chance de gagner et puis c'était pas l'objet, mais qui du coup dans la campagne, heu, faisait porter la voix et les propositions des indigènes, les faisait exister au sein du discours politique. Hem, à l'international, donc les mouvements de solidarité sont souvent on
avec Sexta Declaración de la Selva Lacandona, donc la 6e déclaration de la forêt de Lacandon. C'est pour ça qu'on dit la Sexta, parce que c'est les gens qui... Donc c'est un texte, hein, la 6e déclaration. Ok, très bien. Et donc une série d'initiatives depuis, oui, 2015, je dirais 2016. On a l'impression qu'ils sont entrés dans une autre phase, c'est-à-dire après un long temps de silence, de construction intérieure, après être revenus à la vie publique en 2012 avec l'énorme manifestation surprise dans San Cristóbal, ils se sont mis à avoir des initiatives qui rayonnent, qui vont au-delà de construire poser ce qu'ils ont appelé l'Escuelita Zapatista, la petite école zapatiste, où ils ont reçu des gens du monde entier, donc avec ce nom comme ça un peu ironique de petite école, dans les communautés pour, pour voir comment ils fonctionnaient, pour leur montrer. Ils ont dit, voilà, nous on a l'impression que ce qu'on fait, ça marche quand même pas mal. Alors ils disent toujours, ne reproduisez pas la même chose chez vous, chacun doit faire selon ce qu'il est, selon ses conditions. Il ne s'agit pas de reproduire l'organisation zapatiste à un autre endroit, c'est absurde. Mais ils voulaient quand même montrer comment ça marche, voilà, répondre à la curiosité des gens. Donc ils ont quand même pris la peine, ils ont reçu des milliers de personnes dans plein de communautés, ils ont préparé des cahiers pour expliquer ce que c'était, partager en même temps la vie quotidienne. Chacun était reçu par une personne un peu comme ça, son interlocuteur privilégié qui restait avec lui, qui lui expliquait comment marchaient les choses. Donc c'est une initiative vraiment d'ampleur, d'envergure qui va largement au-delà par rapport à l'image qu'on avait des petits indigènes qui n'avaient pas de maison et qui essayent de sortir de la pauvreté, quoi. On tourne un chapitre et ça a ouvert vraiment, une nouvelle série d'initiatives. Je vous ai mis ici une image du CIDESI, qui est une espèce de centre d'études donc pour les zapatistes qui se situe aux abords de San Cristobal, enfin, pas que pour les zapatistes, mais largement édifié par les zapatistes. Et donc, ils disent des capacitations, donc de formation. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui viennent des communautés se former à des aspects techniques, mécanique auto, tissage, etc. Mais c'est aussi un centre de réflexion un peu intellectuelle et politique, notamment pour les gens qui arrivent de l'extérieur. Souvent, les gros événements ou les séminaires tous les jeudis et un samedi par mois se donnent là. Donc, vous voyez des choses qui sortent quand même de la subsistance quotidienne. Ah, je croyais vous avoir mis une autre image. J'ai dû la mettre au mauvais endroit. Mais voilà, aussi des événements comme les festivals Comparte Conciencias, donc un festival des sciences où ils ont invité des scientifiques du monde entier, un festival des arts zapatistes qui relèvent de OK, maintenant qu'on a construit ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on construit aussi notre liberté et nos alternatives pour ne pas rester enfermés, pour ainsi dire, dans ces communautés. Parce que quand même, ce qui se passe quand on grandit dans une communauté zapatiste, c'est qu'on a l'éducation, etc. Mais par exemple, ils ne passent pas le bac. L'idée, c'est pas forcément d'aller à l'université derrière, ou en tout cas, ce ne serait pas évident. Donc, on sent qu'il y a vraiment une tension vers, OK, qu'est-ce que c'est notre futur maintenant qu'on en est là parce que le temps passe, mais évidemment, il y a beaucoup de répression. Bon, passons sur Ayotzinapa en 2014, la Realidad, etc. Pour aujourd'hui, la répression, c'est souvent des milices paramilitaires qui sont financées en sous-main par un des niveaux du gouvernement et qui créent des agressions localement qui vont de on coupe l'eau, on coupe l'électricité, à on menace, puis on tue une vache, puis en fait on tire des coups de feu. Et donc les familles ont peur et finissent par se déplacer. Et donc le phénomène de répression actuel se manifeste beaucoup là-dedans, des déplacements de groupes de familles d'un village qui vont se retrouver dans un campement à l'extérieur parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a eu des coups de feu. Et en fait, on sait que les massacres, ça peut arriver, ça a déjà eu lieu dans la région. Du coup, des gens qui se trouvent déplacés comme ça, oui, sous des bâches, comme vous voyez sur cette photo. On pourra reparler de répression, mais je vais quand même arrêter de parler. Okay. Euh, Merci Élise. C'est bon, tu as fini là? Peut-être juste deux phrases, si jamais il y a des gens qui ne sont pas au courant, pour dire que la toute dernière initiative dans la lignée du festival en Europe, là, cet été, ils viennent en voyage, ils ont dit on va aller sur les 5 continents, on commence par l'Europe, ce sera cet été. On leur a tous dit vous êtes fous, il y a le Covid, etc. Bon, vraiment, ils arrivent. Là, les 7 premiers
ce week-end et les suivants en avion dans les semaines qui viennent, quoi. Donc vous allez entendre parler des apatistes cet été beaucoup. Ils seront là, nombreux, il y en a 160 qui pensent venir en tout, heu et beaucoup des jeunes, très jeunes, quasiment que des femmes, enfin énormément de femmes. Voilà, dans l'idée vraiment de promouvoir aussi cette jeunesse, d'aller, je pense, à mon avis, s'inscrire dans les initiatives d'aller au-delà de la subsistance, quoi. Qu'est-ce qu'on construit d'autre pour aller plus loin? Voilà, maintenant je me tais. Super, ben, merci beaucoup Élise pour cette photographie et puis on les attend effectivement cet été-là. Est-ce que des remarques? Non, non bah, donc dans ce cas-là, on va directement enchaîner avec Raphaël pour nous parler du Rojava. Donc, bah, Raphaël, on va te laisser une petite demi-heure quand même. On va faire comme pour Élise, hein. Et puis, donc Raphaël Le Brujat est journaliste. Il a passé plusieurs mois, voire même plus d'un an, je crois, au Rojava. Donc, connaît très bien le terrain. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne. Et bah, il collabore, il a un blog sur Mediapart et puis il a fait de très bons articles sur le net que vous pouvez retrouver, qu'on mettra en ressources. Donc, Raphaël, je te laisse la parole pour une petite demi-heure. Vas-y, à toi. On ne t'entend pas. C'est mieux là? Là, ça va. C'est bon. Okay. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, voilà, oui, donc, voilà, comme l'a dit, comment m'a Frédéric, déjà, bon, je remercie l'équipe d'animation de m'avoir invité, se fédérer, etc., hein, en premier lieu. Et voilà, je remercie également voilà, la confiance que vous m'accordez. Bon, j'ai travaillé effectivement comme journaliste là-bas pendant un peu plus d'un an et 3 mois pour être exact. J'ai collaboré aussi avec plusieurs grands journaux, en plus de mon bouquin, enfin plusieurs journaux comme Mediapart ou Orient 21, hein, pas simplement sur le blog. Voilà. Donc, pour reprendre un peu la trame qui m'a été donnée, donc sur la première question, quelles ont été les conditions d'éclosion de l'expérience du Rojava? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe dans l'espace kurde. Donc, vous y avez peut-être déjà entendu parler. Donc, le Kurdistan qui est divisé en 4 parties, donc une partie en Turquie, une partie qui est en Iran, une partie qui est en Irak et une partie qui est en Syrie. Donc aujourd'hui, c'est surtout la partie syrienne sur laquelle on va s'intéresser parce que Rojava, ça signifie soleil couchant, donc c'est la partie ouest du Kurdistan en kurde. Voilà, et cette partie-là, depuis environ l'été 2012, connaît voilà, une certaine forme d'effervescence révolutionnaire dont on entend beaucoup parler, donc on appelle cela le... Donc, pour comprendre, je pense, la situation de façon un peu claire, je vais d'abord, je pense, aborder une question un peu historique. Voilà quelle est la situation qui précède un petit peu au Rojava, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les différents partis impliqués assez rapidement. Hélas, une demi-heure, ça reste pour moi extrêmement court pour présenter un sujet d'une extrême complexité, hein. On parle souvent d'Orient compliqué, je pense que là, on est vraiment en plein dedans. Voilà. Donc, pour aborder. Donc, les Kurdes, donc c'est une minorité, c'est environ 35 à 40 millions de personnes. Au Rojava, on parle de 2 à 3 millions de personnes quand même, hein, donc c'est quand même une masse assez conséquente d'individus. C'est également une partie qu'il faut bien comprendre qui a subi des lois extrêmement racistes et discriminatoires. C'est-à-dire que voilà, j'ai une carte qui est présentée. Voilà, bon, voilà le Rojava, donc ça se situe plutôt au nord de la Syrie, comme vous pouvez le constater. Et donc, ces zones étaient sous occupation coloniale de l'État syrien, hein. Alors, quand je dis occupation coloniale, c'est le terme
que l'État syrien employait lui-même. Hein, c'était même pas caché. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez la région appelée Ras Al Ain ou Sérékanié, hein, qui est juste au-dessus du curseur. C'était une région, par exemple, où on installait des colons arabes, donc on saisissait la terre des Kurdes pour la redistribuer à des colons d'origine arabe. Alors, les Kurdes ont l'habitude de faire la blague de dire oui, le seul endroit où on a appliqué le socialisme en Syrie, c'est dans les régions kurdes, parce que c'était l'État qui socialisait les terres au profit de colons arabes. Bon. Donc, le but, c'était d'arabiser de force les populations. On a interdit leur langue, on a réprimé leur culture, un peu comme dans les 4 coins du Kurdistan. Les collaborations entre les États de la région ont été, on va dire, très fortes pour lutter contre toute émergence, en fait, de la constitution d'un groupe, d'un État kurde dans ce sillage. Bien sûr, dans ce cadre-là, il y a eu également des résistances extrêmement fortes de la part des Kurdes. Alors, plutôt, celles qui sont surtout connues, ça va être plutôt en Irak ou en Turquie, voire en Iran, mais il se trouve qu'au Rojava, il y avait une situation un peu particulière. Notamment, ils étaient un peu délaissés par les autres partis kurdes parce que c'était un peu un enjeu secondaire jusqu'à 2012, parce que c'était un peu laissé pour compte. C'était une base arrière, parfois pour différents groupes kurdes. Par exemple, souvent les États aimaient instrumentaliser en fait les groupes kurdes. Par exemple, typiquement, l'Iran, à un moment donné, a soutenu une faction kurde pendant la guerre Iran-Irak contre l'État irakien, etc. Donc souvent, même si vous avez des Kurdes chez vous, vous utilisez les Kurdes de ceux du pays d'en face pour les instrumentaliser dans vos révoltes. Ce qui a conduit de fait à des divisions très fortes entre les Kurdes des 4 parties du Kurdistan, des conceptions du monde assez. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a un parti qui va émerger, qui va sortir du lot d'abord surtout en Turquie, puis son parti frère va prendre de l'importance. Donc c'est le PKK, qu'on connaît, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été fondé à la fin des années 70. Alors c'est important que vous compreniez un peu, je pense, quelques étapes de ce parti. S'il y a des questions, j'y reviendrai en détail, parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment ce qui se passe au Rojava, et notamment l'un de ses fondateurs, son leader, qui est Abdullah Öcalan, qui est actuellement en prison en Turquie. C'est lui qui a développé ce qu'on a appelé les thèses du confédéralisme démocratique, qu'on appelle ici plus communément communalisme kurde. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, ce parti-là va émerger. Au début, il se revendique du marxisme-léninisme. On a plutôt affaire, entre guillemets, à un parti tiers-mondiste, alors avec des influences assez diverses, même si ça ne se résume pas au marxisme-léninisme. Et il va construire un front sur place qui va, on va dire, prendre au fil du temps de l'importance. Et pour ce qui est du Rojava, à la fin des années 90, il y a un parti qui va être fondé, le parti de l'Union démocratique, donc le PYD, qui en Syrie reprend les principales thèses d'Öcalan et qui est considéré comme le parti frère du PKK. Voilà. Donc dans ce contexte-là, en fait, le Abdullah Öcalan, qui va être enfermé et donc capturé par les services secrets turcs, américains, donc la CIA, le Mossad, etc., en Éthiopie à la fin des années 90, va se retrouver en prison. Et à partir de là, il va redéfinir un programme dont, entre guillemets, les canons et ceux qui font aujourd'hui référence dans le mouvement kurde ont été principalement écrits entre 2009 et 2012, qui s'appelle sous le nom de Manifeste pour une civilisation démocratique. Et donc, il y a donc dans les thèses de Öcalan la volonté déjà de ne plus construire, et ça peut surprendre, mais de plus construire un État kurde, c'est-à-dire que l'échec à vouloir en construire un, mais de plus, en fait, il prend pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou. Il prend j'ai oublié. Bon, il prend en gros, il considère à partir de ce moment-là que fonder un État-nation, donc un État lié à une identité,
Le gros problème du Moyen-Orient est que construire un État kurde, en fait, serait répéter les erreurs qui ont été faites précédemment, non seulement pas parce que c'est pas légitime que les Kurdes puissent avoir un État, hein, c'est pas ce qu'il dit, mais qui dit que c'est pas la solution en fait, et qu'il prône notamment la mise en place d'une confédération, voilà, moyen-orientale de tous les peuples. C'est-à-dire qu'il voit à partir de ce moment-là, il propose une alternative où les Kurdes sont entre guillemets un espèce de moteur révolutionnaire au Moyen-Orient, mais pas simplement comme peuple, voilà, qui doit imposer son identité, au contraire, mais comme peuple qui, en obtenant l'autonomie, la liberté et une lutte contre l'État central, en particulier alors l'État-nation, l'État identitaire, met en place une politique justement qui rompt avec ça. Il prône, en s'inspirant notamment des textes de Murray Bookchin, une forme de communalisme, de démocratie par la base, où des formes d'auto-organisation doivent être mises en place, etc. Il y a également une radicalité assez intéressante sur la question des femmes. J'y reviendrai après un peu plus en détail, parce que c'est, il me semble, l'un des points les plus importants de cette révolution. Il va notamment défendre, voilà, que l'État, en gros, a été fondé avec le patriarcat, et que, par conséquent, en fait, le premier ennemi à abattre, en particulier au Moyen-Orient, c'est le patriarcat. Donc, pour ça, les femmes doivent avoir des organisations autonomes, elles doivent prendre la tête de la lutte, hein, carrément, pour Öcalan, et c'est elles qui vont quelque part être à l'avant-garde, voilà, de la révolution au Moyen-Orient, voilà, pour cette forme de socialisme et d'égalité basée sur les communes. Donc bon, là, je fais vraiment un résumé vraiment à l'arrache des thèses un peu d'Öcalan. Il y aurait énormément de choses pour affiner sur ça, j'y reviendrai. Mais j'ai plutôt insisté sur le côté pratique aujourd'hui, et notamment comment s'est déroulée cette révolution, qu'est-ce qui a été appliqué, qu'est-ce qui a été pris en considération. Voilà. Donc, dans cette mise en place, bon, ça n'a pas été. Il ne faut pas voir non plus ça souvent de notre point de vue occidental. On voit ça comme une révélation d'Öcalan, grand leader qui d'un seul coup change l'orientation de son parti politique. En fait, c'est un processus, hein, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu des luttes internes extrêmement fortes au sein voilà, alors pas seulement dans le PKK, mais voilà, plus largement dans ce mouvement kurde de libération nationale de gauche, et notamment sur les femmes, par exemple. Ça date pas des thèses du confédéralisme démocratique, hein. Déjà au début des années 90, il y avait une guérilla autonome au sein voilà, des branches armées du PKK de femmes qui luttaient contre l'État turc. Donc, si on fait les choses en disant voilà, d'un seul coup il y a une révélation, etc., en fait on se fait un peu un mythe nous-mêmes, alors qu'en réalité voilà, c'est tout un processus, tout un déclenchement avec des luttes qui ont parfois été pas très tendres entre eux, hein, faut le dire. Et voilà. Donc, on arrive ensuite à la situation de 2012, où là, ce qui va permettre l'essor de la question kurde au sein du conflit syrien, c'est une situation assez particulière et une configuration pour le moins inattendue. Donc, comme vous le savez tous, en 2011, il y a un soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Voilà, donc des manifestations pacifiques qui vont ensuite passer à une forme de lutte armée, etc. Très vite, hélas, dans l'opposition, il y a quand même une partie importante qui, du fait qu'ils sont soutenus par l'Arabie Saoudite et la Turquie, qu'ils avaient les armes et l'argent, etc., une partie de la rébellion va voilà, adhérer à une certaine forme d'islamisme qui va rapidement rencontrer des confrontations, notamment au Rojava, qui était disons, les Kurdes qui sont entre guillemets plutôt laïcs, ont plutôt rejeté en fait ces questions-là, et le régime syrien, en fait, par opportunisme, c'est entre guillemets à laisser ces politiques discriminatoires entre les Kurdes de côté,
les a laissés à concentrer plutôt ses efforts sur les grandes villes, sachant que le Rojava, il faut savoir que d'un point de vue stratégique, c'est surtout des endroits ruraux, etc. Donc, il s'est un peu replié de là. Les Kurdes sur place en ont profité pour soulever et prendre un peu les institutions, enfin, pas les institutions, mais prendre le contrôle des zones. Rapidement, voilà, le PYD, donc le parti frère du PKK, va réunir et faire un espèce de front très large avec toutes les organisations de gauche avec qui il peut lutter. Voilà, encore une fois, je vais un peu vite parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais système voilà, d'auto-organisation. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà des petites formes d'auto-organisation dès le début en fait, du conflit, parce qu'avec la chute de l'État syrien, par exemple, il était plus financé, etc. Donc les gens commençaient déjà un peu à s'organiser sur place pour entretenir. Et sur cette base-là, ils vont construire donc voilà, des formes d'institutions alternatives. Donc, à partir de 2012, donc, sur la carte, vous avez vu, à l'époque, c'était 3 enclaves assez isolées. Très vite, la Turquie, qui a très peur d'une autonomie kurde dans le nord syrien, va financer donc rapidement des rebelles, dont Al-Qaïda, réprimer ce mouvement de façon forte. Donc, il va y avoir des affrontements très violents dès 2013. Donc, assez rapidement. Enfin, il y en a même un petit peu en 2012, mais ça éclate vraiment en 2013. Et il va avoir donc une logique, voilà, c'est vraiment des régions complètement enclavées, hein. Au nord, il y a la frontière turque. Au sud, selon les périodes, il y a plutôt des rebelles islamistes profondément hostiles au Rojava, notamment parce qu'ils sont financés par la Turquie, et qui a très peur d'une autonomie kurde dans le nord syrien, et où le régime syrien, qui lui-même a des rapports très conflictuels avec les Kurdes. Et alors, contrairement à ce qui a pu être dit, par exemple, voilà, qu'il y avait une alliance entre le régime syrien et le PYD, en fait, pas vraiment. Il y a eu plusieurs combats dès d'ailleurs 2012, par exemple à Alep, il y a un quartier kurde qui s'appelle Cher Marsoud, où il y a eu des combats extrêmement violents avec plusieurs centaines de morts contre le régime, parce que le régime a essayé de prendre la zone, etc. etc. Donc, en fait, ou encore, même dans mon livre, je parle de plusieurs batailles, comme il y a eu à Saké, alors c'était, il me semble, en 2015 ou 2016, je ne sais plus, il faudrait que je revoie mes notes, mais dans ces eaux-là. Et donc, le régime syrien voilà, a été chassé de la ville de façon très violente, suite notamment au fait que plusieurs de ces milices avaient commencé à essayer de faire la loi aux alentours, dans les zones qui étaient notamment voilà, sous contrôle de l'auto-administration. Bon. Donc se met en place dans des conditions par la Turquie, au sud par les rebelles ou par le régime avec qui il entretient des relations très conflictuelles, qui parfois, voilà, il laisse passer des marchandises, des fois il fait des blocus, enfin ça dépend des moments. Bon, bref, des situations extrêmement compliquées. Et parfois aussi avec l'Irak, mais plutôt par exemple avec les Kurdes irakiens qui sont alliés aux Turcs, mais qui ont aussi joué leur propre intérêt. Alors, on est un peu dans l'Orient compliqué, donc je vais vous passer les détails, mais en gros, il y a aussi des blocus des Kurdes irakiens qui sont alliés aux Turcs contre le Rojava. Voilà, bon, qui sont donc le Parti démocratique du Kurdistan, qui a même tenté de fomenter des insurrections en 2013 contre le gouvernement autonome du Rojava. Donc bon, voilà, sans entrer dans les détails, on voit que c'est une situation extrêmement dure voilà, pour les populations locales, qu'ils ils héritent en fait d'une population sous oppression coloniale avec des politiques extrêmement racistes, hein, qui ont été, par exemple, vous êtes un peu un juif sous Vichy, hein, je dis souvent que vous êtes kurde en Syrie, parce que, en gros, par exemple, au début des années 1960, 120 000 Kurdes vont perdre la nationalité sous un décret voilà, du régime de Bachar el-Assad, et ça veut dire que c'est des gens qui n'ont même plus le droit de dormir, aucun droit. Donc voilà, hein, aujourd'hui on estime à plusieurs centaines de milliers de Kurdes qui n'ont pas la nationalité syrienne sur la base voilà, de ce décret, hein. Donc c'est des répressions, encore une fois, extrêmement violentes et racistes qu'ils subissent, hein. Il
font face à un État identitaire extrêmement violent. Et dans ce cadre-là, donc, ils vont commencer à mettre en place divers politiques, donc celles qui vont un peu plus nous intéresser aujourd'hui. Bon, la première des politiques, en fait, qui est intéressante, alors par exemple, les communes, souvent, bon, on pourrait se mettre à discuter démocratie directe dans les communes, etc. Alors qu'en fait, c'est surtout une question pratique pour eux, en fait. Hein. Voilà, par exemple, on va voir le responsable de commune de mon quartier. Moi, c'était pour aller lui demander de l'essence, voilà, et réorganiser la production, l'approvisionnement en essence l'hiver. Parce que par exemple, l'hiver, là-bas, on se chauffe au fioul, quoi, et avec des poêles. Et donc, il y a une mise en place, voilà, par un réseau ouais, qu'on pourrait appeler un réseau de solidarité, d'une distribution, par exemple, voilà, de fuel pour que tout le monde ait son chauffage. Bon, c'est d'abord des questions surtout très pratiques, hein, qui se posent dans ces réunions-là. Dans des Ça va être aussi d'autres questions hyper pratiques. Par exemple, si vous vendez un bien, une maison, et cetera, il y a un contrôle qui est exercé dessus par la commune, pour une raison, simple, c'est que l'économie, en fait, est directement liée, voilà, aux formes de démocratie locale. C'est-à-dire qu'il ne différencie pas les deux. Et donc, il y a, voilà, c'est en partie la commune qui va récolter, et c'est comme ça aussi qu'ils se financent, parce qu'il y a parfois des parts, hein, selon le type de vente qui est récolté par la commune, pour pouvoir obtenir, voilà, des financements ou des moyens voilà, de subvenir à leurs besoins. Ça va être aussi des cas très concrets voilà, de divers problèmes du quotidien. Donc en fait, d'abord, les communes, c'est surtout des communes qui règlent des problèmes pratiques. On s'en rend compte assez vite sur place par l'auto-organisation qui est mise. Il y a également, mais ce qui m'a aussi pas mal impressionné, c'est le rapport, par exemple, qu'ils ont essayé d'établir entre les différentes communautés avec l'héritage colonial qu'il y a là-bas. Donc, en fait, la Syrie du Nord, on dit souvent les Kurdes, ça serait plutôt une erreur, parce que, en fait, bon, quand j'arrive, moi, je découvre qu'il y a des Arméniens, des Arabes, des Turkmènes, des Circassiens, enfin bon, tout un tas de peuples dont on n'en a jamais entendu parler, c'est qu'ils sont complètement invisibilisés par ces régimes, voilà, qui ont mis en avant une identité, alors que c'est une identité, en fait, c'est une région pluriethnique extrêmement riche, même religieusement. Par exemple, dans la ville à côté, dans les environs où j'étais, à Kamichlot, il y avait 8 églises chrétiennes, hein, pour vous donner une idée, rien que dans une ville, voilà, alors pas 8 au nombre, au sens de 8 églises, 8 bâtiments, hein, 8 courants religieux chrétiens différents, hein, dans ce sens-là. Hein. Donc, on est face, voilà, à une diversité extrême, mais avec une défiance monstrueuse, parce que les régimes en place ont non seulement instrumentalisé les différentes communautés les unes contre les autres, voilà, telle ou telle religion, tel groupe ethnique contre tel groupe ethnique. Donc, par exemple, l'un des héritages les plus durs, c'est comment on règle le problème de la confiscation des terres par des colons arabes par les Kurdes. Alors ça, c'est assez intéressant. Dans une révolution, bon, des cas de révolution que j'aurais étudiés précédemment, les colons arabes auraient très certainement fini fusillés au poteau. Mais en Rojava, la peine capitale étant abolie et la peine de prison maximale étant de 20 ans, en fait, c'est pas trop leur genre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont discuté sur les terres, voilà, bon, là où étaient installés les Arabes depuis 50 ans, ils n'ont pas dégagé. Ils les ont laissés là, et ils ont pris plusieurs terres étatiques qu'ils ont redistribuées aux Kurdes qui avaient été spoliés à cette époque pour les compensations qui ont été faites. Donc en fait, par une discussion, des négociations avec les Arabes concernés et les Kurdes concernés, ils ont essayé de chercher une solution qui ne va justement pas dans l'opposition, voilà, d'un groupe ethnique à un autre, mais d'une solution pacifique
entre les différents groupes. Bon, sachant qu'il y a un passif, comme vous pouvez imaginer, extrêmement lourd, avec les colons qui ont débarqué, bon, ils l'ont fait avec des armes et il y a eu des morts. Bon, donc c'est assez intéressant aussi la logique de dialogue qui a été mise en place dans ce cadre-là. Il y a également alors, je pourrais parler de 51 000 cas là-dessus parce que c'est toujours un sujet passionnant, mais dans l'idée, c'est que chaque ethnie a une représentation, même si, par exemple, à Manbij, donc qui est une ville du Rojava où il y a la majorité arabe, où vous avez une minorité kurde, vous avez insisté pour qu'il soit représenté au conseil, voilà, en tant que culture historique de la ville qui a existé là, qui a été, enfin une famille, c'est pas un Arménien, mais une famille d'Arméniens qui est restée là, etc. Parce qu'en fait, ils évitent d'aller dans une logique de majorité pure, de poids démographique pur, et ils préfèrent justement plutôt représenter toutes les tendances qui existent sur place. Ensuite, je vais m'attarder exactement, mais je vais... je 7-8 minutes? 7-8 minutes. Bon, je vais m'attarder sur la question la plus intéressante, selon moi, hein, dans cette histoire de conflit qui est assez extraordinaire, c'est la question des femmes sur place. Et autant dire que s'il y a bien un point fort de l'auto-administration sur place, c'est sa politique envers les femmes. Bon. Déjà, dans chaque centre urbain ou regroupement de villages, etc., ils ont construit ce qu'on appelle des malajines, donc des maisons des femmes. Et dans ces maisons des femmes, en fait, on traite un peu tous les problèmes quotidiens sur lesquels sont confrontées les femmes. Alors, souvent, on a présenté le régime syrien comme voilà, plutôt protecteur des droits des femmes, laïque, etc. C'est complètement faux, hein. Donc, quand j'étais au Rojava, les religieux qui voulaient faire leur mariage polygame, ils allaient dans les zones régime pour justifier leur mariage polygame, et voilà, ils allaient dans les zones de l'État syrien. Bon, moi j'ai rencontré plusieurs femmes divorcées là-bas. Elles avaient littéralement tout perdu, c'est-à-dire que si une femme est divorcée, parce que c'est son mari qui décide, hein, c'est pas elle, hein, encore hein, dans l'État syrien, si elle est divorcée, elle perd tout hein, sous le régime syrien. C'est-à-dire que ses enfants, c'est le mari qui les récupère, les biens, c'est le mari qui récupère, et elle, au mieux, elle se retrouve dans sa famille, quoi. Bon, hein, c'est un régime très patriarcal, et très violent. En fait, avec le Rojava, les choses se sont inversées, quoi. Bon, déjà, ils ont aboli toutes les lois discriminatoires envers les femmes. Donc, par exemple, sur l'héritage, hein, il faut savoir qu'avant, voilà, si vous voulez hériter, en fait, alors c'est une histoire religieuse avec la charia, mais en gros, les femmes héritent d'une demi-part des hommes, plein de choses comme ça. Donc, par exemple, ils ont aboli tout ça. Donc, par exemple, l'héritage maintenant, c'est égalité entre hommes et femmes. Et l'autre chose qui est aussi extrêmement intéressante, c'est avec, comment dirais-je, la politique qui est menée sur la question des femmes. Il y a une mise aussi de prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des formations partout avec ces malalgines pour les femmes, pour les éduquer, pour leur apprendre aussi à se battre. C'est-à-dire que, par exemple, comme vous le savez, il y a beaucoup de femmes combattantes kurdes qui a été un vecteur leurs droits. Hein. Bon, par exemple, quand il y a des femmes en calage qui débarquent chez un mec qui bat sa femme, tout de suite, ça le calme très rapidement. Et en général, il finit en prison et arrêté parce qu'il ne rigole pas avec les violences contre les femmes au Rojava. Donc, il y a tout un réseau qui se met en place. Les femmes elles-mêmes sont auto-organisées, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre commune. Par exemple, à un moment donné, j'étais dans une coordination de communes. Il y a toujours un coprésident et une coprésidente. C'est-à-dire que tout poste ou autre, tout poste à responsabilité, est toujours coprésidé par un homme et une femme. Ce qui fait que vous avez une parité totale dans toutes les institutions du Rojava, hein, de fait. Bon. Et l'autre chose qui est intéressant aussi, c'est qu'elles ont un droit de veto. Par exemple, s'il y a une loi, par exemple, à une assemblée législative qui est votée qui déplaît à la Fédération des femmes, elle peut bloquer la loi. Hein. Donc,
ça montre qu'ils sont extrêmement forts, voilà, sur cette question-là. Pareil, il y a dans les Malad-Gyn, par exemple, bon, moi j'ai assisté par exemple à des réunions qui avaient lieu là-bas. Les femmes voilà, qui subissent des violences, qui subissent des discriminations de la part des hommes, elles peuvent aller voir la Malad-Gyn, elles informent du problème, la Malad-Gyn enquête, et très rapidement, il y a des mesures qui sont prises contre voilà, les éventuels maris violents. Alors l'un des résultats hein, qui quand même est posé dans ça. C'est par exemple, bon, moi j'aimais bien être dans la population et pas être coupé, donc j'allais boire du thé des fois le soir dans des pour mecs. Et donc il y avait des mecs qui se plaignaient qu'ils pouvaient plus battre leurs femmes comme avant parce que en gros voilà, dans la maladie, sinon elles vont parler à la Malad-Gyn et ils finissent en tôle avec une grosse amende, quoi. Bon, ce qui veut dire que ça marchait, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand les mecs violents se plaignent qu'ils peuvent plus être violents, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, il y avait vraiment une politique voilà, envers les femmes qui était vraiment très progressive et de lutte et de terrain, et donc auto-organisée aussi bien d'un point de vue armé, ce qui est extrêmement important pour elles. Hein. C'est-à-dire que je pense que sans organisation autonome armée des femmes là-bas, ça n'aurait pas été aussi progressiste sur ce. L'autre chose, c'est qu'ils vont voilà, assez loin. Alors, un autre élément aussi intéressant, par exemple, sur place, il y a une coopérative des femmes voilà, pour s'autofinancer, pour construire une fédération, dans le cadre de la construction de cette fédération des femmes. Donc, elles cultivent des terres. Ça permet donc d'avoir une certaine indépendance économique à travers cette coopérative et de s'autonomiser financièrement par rapport aux hommes, mais aussi de financer leurs associations comme le Congrasta, donc qui est la Fédération des femmes, hein, enfin le nom générique un petit peu, pour justement continuer la lutte, etc. Et bon, et là je vais finir parce que je vois que le temps file, mais en gros, voilà, la mise en place de cette fédération est très largement menacée, notamment par l'invasion turque. Par exemple, cette coopérative de femmes dont je vous parle a perdu une grosse partie de leurs terres suite à l'invasion donc de 2019 de Sérékaniye et de Tel Abyad par l'armée turque et ses supplétifs djihadistes syriens, hein, bon, voilà, avec la participation d'anciens de Daesh et d'Al-Qaïda dans cette offensive qui a, par exemple, fait que ces terres ont finalement fini pillées entre les mains de djihadistes qui avaient une politique, comme vous pouvez l'imaginer, infiniment moins ouverte sur ces questions-là. Voilà, alors je finirai quand même un petit mot. Bon, il y a une part d'auto-organisation, il y a une part voilà, de construction locale assez intéressante, etc., mais aussi une part importante hein, de l'organisation voilà, du parti, parti de l'Union démocratique, par exemple. Donc, même si on est face voilà, à un événement révolutionnaire intéressant, il y a aussi entre guillemets, des équilibres qui sont faits entre les différentes forces qu'il y a au Rojava. Voilà, bon. Avec une forte importance notamment du mouvement politique comme le PID. Ce qui n'empêche pas l'expérience d'être extrêmement intéressante et la politique qui mène sur tout un tas de points extrêmement progressifs. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. Ben, voilà. Je crois que j'ai fait mon temps. Ben, merci de m'avoir écouté. Merci Raphaël, pour toujours intéressant d'avoir des connaissances chaudes du terrain qui nous arrivent comme ça. Véronique, avant de passer donc au Venezuela, est-ce qu'il y a des questions Des questions. Il y a eu une question pour Raphaël, mais il y en a eu un peu plus tard pour Élise qui n'avait pas été posée auparavant. Donc, je ne sais pas, on va peut-être rester avec Raphaël d'abord et puis peut-être quand même reporter les questions pour Élise. Donc, pour Raphaël, j'ai vu une question là qui était, c'est pourquoi les Kurdes irakiens, ou les Kurdes irakiens combattent les Kurdes du Rojava. N'y a-t-il pas une représentation commune aux Kurdes dans les différents territoires, une sorte d'identité collective dans l'adversité?
Alors, bon, je vais pas aborder les problèmes historico-politiques des Kurdes parce que, bon, alors il y a 3 grandes factions kurdes qui contrôlent concrètement un territoire dans l'ensemble du Kurdistan. Bon, il y a le Rojava avec le PYD, etc. On peut dire aussi qu'il y a le PKK qui contrôle le mont Kandil en Irak, ce qui est quand même pas rien. Et en Irak même, il y a 2 factions kurdes qui elles-mêmes se sont fait la guerre civile entre elles dans les années 90, qui contrôlent une partie et un autre du territoire. Donc il y a l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan, qui était dirigée historiquement par Jalal Talabani, qui est entre guillemets une scission de gauche du PDK, donc du Parti démocratique du Kurdistan, qui domine la majorité partie du Kurdistan irakien. Voilà, et le PDK est très hostile historiquement voilà, à l'UPK et au PKK. Alors déjà, sa base est plutôt tribale, conservatrice. Les Peshmerga femmes, il n'y en a pas chez eux, ou quasiment pas, par quelques exceptions, mais il n'y a pas de politique des femmes particulièrement voilà, progressiste hein, de la part. Bon, il faut savoir que le Kurdistan irakien, c'est très peu connu, mais c'est un des Kurdistans, par exemple. C'est une des rares parties au Moyen-Orient où on excise massivement hein, des femmes. Ensuite, dans cette partie également du Kurdistan, en fait, historiquement, les factions kurdes sont souvent alliées à un État dans la région. Donc, par exemple, eux, ils se sont alliés à la Turquie. Et dans les années 90, en gros, il y a eu une guerre civile entre les Kurdes et le PDK, le PKK et l'UPK se sont entretués. Enfin, plus exactement, le PKK et l'UPK étaient alliés contre le PDK. Et aucun des deux camps n'a vraiment gagné. Barzani a pris l'avantage, donc le PDK a pris l'avantage à la fin de la guerre en appelant Saddam Hussein en fait pour l'aider dans les combats. Bon, donc c'est une question assez complexe. Mais en gros, le PDK est devenu extrêmement dépendant de la Turquie aujourd'hui, à tel point que il peut quasiment plus, voilà, par exemple, tout son pétrole passe par la Turquie, etc. Mais tous les produits qu'il reçoit de l'extérieur, en grande partie, c'est des produits turcs. Hein. Un peu Iran, un peu de Bagdad, mais c'est surtout la Turquie, en fait, hein, économiquement, qui domine cette région-là. Et elle instrumentalise sa domination voilà, politique, économique, pour l'utiliser contre d'autres parties. Là, actuellement, d'ailleurs, le Kurdistan irakien est au bord de la guerre civile. Hein. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais entre les Kurdes d'Irak, en ce moment, ça chauffe. Le PDK de Barzani a déployé des forces armées avec l'aide de l'armée turque tout autour du mont Kandil pour attaquer le PKK. Hein. Donc, c'est une situation d'extrême tension. D'instrumentalisation des États des uns avec les autres et des vieilles luttes de pouvoir entre les différents partis kurdes qui n'ont jamais réussi réellement à s'unifier. Voilà. Après, malgré tout ça, il y a un sentiment national kurde qui est très fort et une guerre entre Kurdes serait extrêmement impopulaire. Voilà, la population est relativement hostile à une guerre. Donc, c'est peut-être ça qui va permettre de stopper les potentielles offensives qui sont actuellement préparées par ces Kurdes-là. Voilà. C'est une question assez complexe, mais voilà, pour résumer, c'est ça. Bien, on va peut-être passer à la troisième intervention et préserver toutes les questions pour la fin, pour qu'on puisse avoir du temps. Bonne idée. Merci, Raphaël. Donc, petit changement de plateau. On va parler du Venezuela. Alors, pour ce faire, donc, Thomas Posado nous a rejoint. Thomas est chercheur en sociologie politique et a écrit différents ouvrages, dont Révolution à Cuba, 1868-2018, et Progressiste en Amérique latine, 1998-2018, La fin d'un âge d'or. Voilà. Thomas, on te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, et je veux commencer par remercier le comité d'animation et Ludivine de cette invitation à parler donc au Venezuela. La spécificité, il me semble, de l'expérience vénézuélienne par rapport au cas du Rojava et du Chiapas, c'est que les habitants ont pu identifier l'État à un moment donné comme un allié, euh, ce qui pose des questions nouvelles par rapport à celles qu'ont pu poser Élise et Raphaël, pour le meilleur comme pour le pire, évidemment. Une autre spécificité qui me semble important de mentionner, c'est que c'est des expériences qui se sont réalisées
trentaine de millions d'habitants. Donc, c'est une échelle qui n'est pas la même. Dans cette intervention, je vais essayer de commencer de revenir donc sur l'émergence de ces expériences, puis essayer de voir un peu les apports de ces expériences dans la mise en place des programmes sociaux, dans des médias communautaires, avant d'aborder l'institutionnalisation et la dégénérescence aujourd'hui. Euh, je vais me concentrer sur les premières années de la présidence de Chavez, cette période dorée du chavisme où ces expériences communalistes sont les plus influentes et les plus fortes. Ça ne veut pas dire que je ne constate pas, comme tout le monde, hein, l'échec du chavisme comme projet d'émancipation, mais pour parler des expériences communales, la période qui est la plus intéressante, c'est cette période qui appartient aujourd'hui un peu à l'histoire, c'est-à-dire au début des années 2000. J'évoquerai du coup rapidement la période actuelle, mais justement pour comprendre les limites qu'ont pu avoir ces expériences communales et en quoi ce lien avec l'État, c'est à la fois un atout, mais c'est aussi potentiellement une limite. Pour comprendre l'émergence des expériences communales au Venezuela, il faut revenir donc sur un événement qui est fondateur pour comprendre l'histoire du Venezuela contemporain. C'est un événement qui s'appelle le Caracazo en février 1989, donc en de réformes co-signées avec le FMI, donc dans le plan d'ajustement structurel, d'ambition néolibérale, qui dégrade les conditions de vie des classes populaires. On a une vague de révolte pendant une semaine dans les grandes villes vénézuéliennes où les habitants vont récupérer les centres-villes, vont occuper récupérer des marchandises dans les centres commerciaux. Et où, face à cela, le gouvernement social-démocrate de l'époque va réprimer au prix de plusieurs milliers de morts cette révolte. Cet événement, il n'y a pas un lien fondamental avec les expériences communales dont on veut parler, mais il est fondateur pour l'histoire du Venezuela contemporain, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, cet événement et la répression qui en découle, c'est l'étincelle qui va multiplier les résistances à ce mode de gestion néolibéral. Et à partir de ce moment-là, les principales résistances, elles vont s'organiser dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ça pourrait se faire dans différents champs, mais par exemple, dans le champ syndical, la principale centrale syndicale, elle est aux mains du Parti social-démocrate qui est au pouvoir et qui gère de la manière dont je viens de parler, et qui est évidemment, du coup, dans cette optique-là, incapable d'incarner le mécontentement, va même collaborer dans la mise en place de contre-réformes. Et donc, c'est souvent dans des organisations de quartier, des médias locaux, des organisations qui organisent la vie du quartier qui se forment les principales résistances contre le gouvernement. Et cette revendication aussi de démocratie plus profonde, plus intégrale, elle est à la fois relayée et frustrée par les élites politiciennes du moment, qui ne sont pas euh, pour l'instant en rupture avec le néolibéralisme, mais qui dans les campagnes électorales disent qu'il faut une réforme de l'État et puis disent également que le néolibéralisme ne convient pas, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, l'appliquent tout de même. Enfin, par exemple, le cas du président Rafael Caldera, donc, qui arrive au pouvoir en 1994, et qui arrive au pouvoir justement avec ses frustrations et ses colères contre le néolibéralisme qui s'allie à tout un tas de petits partis de gauche, dont le Parti communiste et différents autres, et qui promet une réforme de l'État, une réforme constitutionnelle pour une démocratie plus importante, une inclusion de la population plus importante, mais qui est toujours repoussée, qui n'est jamais mise en œuvre. Il y a déjà des embryons de démocratie participative, de juntas parroquiales, donc des subdivisions des municipalités, des associations de voisins qui commencent à être reconnus comme des acteurs locaux, mais qui n'ont pas vraiment, à ce moment-là, d'attribution publique et où les pouvoirs publics ne s'en soucient guère, à rebours de ce qui se passe dans d'autres pays latino-américains, y compris dans des gouvernements de droite, où on commence à reconnaître une place
aux organisations locales, aux organisations de quartier, en Colombie, en Bolivie, par exemple. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'arrive au pouvoir Hugo Chavez, en décembre 98, donc, avec la promesse d'une élection d'une assemblée constituante qui rendrait le pouvoir au peuple. Et qui serait donc une de ses premières réalisations en arrivant au pouvoir, et où effectivement, il va convoquer donc un référendum pour changer la Constitution, puis une assemblée constituante va être élue, et enfin une nouvelle Constitution va être ratifiée par référendum pour instaurer donc, dans la théorie, une démocratie participative et protagonique, donc qui donne le protagonisme à la population. Enfin, c'est les mots utilisés. Et dans la pratique, il y a effectivement un certain nombre d'expérimentations démocratiques qui vont voir le jour dans les premières années de la présidence Chavez, qui vont se faire plutôt donc, sur la base du lieu d'habitation, donc de ces organisations de quartier, plutôt que de favoriser des organisations sur les lieux de travail. Ce n'est pas les syndicats qui vont être dynamisés, mais plutôt ces organisations de quartier, une caractéristique qu'on retrouve dans la plupart des gouvernements progressistes qui vont se développer en Amérique latine à ce moment-là. Cette stratégie, elle obéit à des intérêts politiques de Chavez, c'est-à-dire qu'il cherche à avoir des alliés, il cherche à dynamiser une base sociale qui pourrait le soutenir dans un moment où les principales institutions du pays, la justice, les pouvoirs régionaux et municipaux, les médias, enfin l'armée, lui sont potentiellement défavorables. Donc, l'idée de susciter cette mobilisation à la base, c'est aussi dans une optique de pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, dès 2001, il en appelle à des cercles bolivariens, donc c'est-à-dire c'est une structure qui est à la fois de base, mais à la fois avec un objectif politique direct, mais qui ne passe pas par l'intermédiaire de son parti politique, qui donc a vocation à regrouper les leaders sociaux à la base, et être à la fois un relais politique, mais de promouvoir des activités sportives, culturelles dans le quartier, et résoudre des problèmes sans avoir besoin donc, de l'intermédiaire des pouvoirs locaux, et de s'en remettre donc, aux organismes compétents de l'État pour essayer de traiter le problème. L'opposition vénézuélienne fustige déjà donc ces organes comme des milices, comme des organes pour imposer la politique du gouvernement. Mais pourtant, voilà, ces organes, ces cercles bolivariens, ils vont déjà être déterminants dans la mobilisation pour mettre en échec donc, un coup d'État qui est organisé en avril 2002, donc par le patronat, par les hauts secteurs de l'armée, par des grands médias qui, avec le soutien des États-Unis, organisent un renversement de Chavez donc pendant 48 heures, un coup d'État qui va être avorté au bout de 48 heures, mais où les cercles bolivariens vont donc organiser des contre-manifestations massives qui permettent donc le retour de Chavez, donc du président élu, en 2 jours. Et même chose, quand quelques mois plus tard, l'opposition va de nouveau organiser un blocage de l'économie entre décembre 2002 et février 2003, ces organes de base vont contribuer à résister à cette offensive. Et c'est surtout à la sortie donc, de cette deuxième épisode de type insurrectionnel, de ce blocage de l'économie, qu'avec des classes populaires qui ont sauvé donc, sa tête 2 fois consécutivement en moins d'1 an, que Chavez va donner davantage d'espace à ces organisations des secteurs populaires, notamment en créant tout un tas de programmes sociaux qu'il appelle des missions, et qui, en termes, vont améliorer nettement les conditions de vie de la population en termes d'alimentation, d'éducation, de santé, de logement, mais des programmes sociaux qui, à la différence de beaucoup d'autres programmes sociaux en Amérique latine, dans la même période, vont être mis en place par la population elle-même. C'est-à-dire que la population participe activement à la mise en place de ces dispositifs. Je pense à des casas d'alimentation où l'État amène la nourriture, mais qui va être quotidiennement cuisinée par des gens des différents quartiers. Je pense au programme Barrio Adentro, qui est un programme de médecine préventive
et d'attention primaire, où on envoie dans les quartiers populaires des médecins cubains, mais qui vont être logés chez l'habitant, qui vont être organisés par des comités des saluds, donc où dans chaque quartier, on va recenser les besoins et on va organiser la santé, les besoins de santé dans le quartier. Je pense également à des comités des tierra, donc qui travaillent à la légalisation des barrios, qui vont donc réaliser un cadastre après enquête donc auprès des populations, donc avec un véritable travail de terrain, et qui finissent par faire ce que des experts ne pourraient pas faire parce que les habitants n'auraient pas confiance. Donc il y a une dimension ambivalente dans ces programmes. C'est à la fois permettre à l'État d'avoir une meilleure connaissance de son propre pays, mais pour des habitants qui vivent dans des habitats autoconstruits et qui avaient la peur de pouvoir être expulsés et délogés du jour au lendemain, c'est une véritable avancée, même si évidemment ça a une dimension ambivalente qui est de permettre à l'État de perfectionner en fait sa connaissance de son territoire et son contrôle du territoire. Même chose pour des réseaux d'eau potable, ça va être des mesas técnicas de agua, donc toujours avec une pratique donc d'une discussion par assemblée, après discussion collective. Ces missions, ces programmes sociaux, ils améliorent véritablement le quotidien de la population, et ils vont mettre mis en œuvre à la fois par le financement de l'État, mais aussi donc par le dévouement quotidien donc de dizaines de milliers d'habitants, et avec donc toujours cette dimension ambivalente où c'est à la fois des impulsés par l'État, mais où la population, elle est directement associée à la conception, à la conduite et à l'évaluation donc de ces politiques. Autre aspect où il y a un engagement local qui est extrêmement fort, avec une auto-organisation dans les quartiers, c'est dans le champ médiatique, où on avait des radios libres qui essayaient de s'organiser avant l'arrivée de Chavez au pouvoir, mais qui étaient souvent empêchées, dont les matériels étaient souvent saisis, et où à partir de 1998, on a des centaines de médias alternatifs, libres, communautaires, qui sont créés, et qui vont avoir encore une fois une importance décisive dans ces moments d'avril 2002, enfin ces moments de ce coup d'État avorté d'avril 2002. Il a une importance décisive parce qu'il remodèle les alliances et qui va donner un rôle décisif à ceux qui soutiennent Chavez à la base, et qui va dévoiler les stratégies putschistes d'un certain nombre de secteurs dominants. Dans le secteur médiatique, ça va être notamment le cas des médias privés, des grands médias privés qui, que ce soit en termes de radio, de presse, de télévision, qui tous relaient les événements heure par heure dans l'objectif donc de renverser Chavez, qui appelle aux mobilisations, qui pour montrer qu'il y aurait une répression sanglante, puis qui empêchent une contre-mobilisation, qui mettent des dessins animés, qui font un lockout d'information pendant les moments où la contre-résistance s'organise. Et dans ces moments, la télévision publique et les médias communautaires, donc les médias de quartier, vont tenter d'émettre des informations alternatives. Souvent, ils sont avec des difficultés, souvent sabotés, souvent ne peuvent pas émettre. Mais c'est tout de même ces médias communautaires qui vont inciter le peuple à sortir dans la rue lorsque Chavez est sur le point de reprendre le pouvoir, et donc que les grands médias privés organisent le blackout d'information. Derrière donc ce nouvel atout pour le gouvernement, il y a souvent donc des milliers de militants qui font fonctionner ces structures. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils s'engagent dans des aspects de type politique. C'est souvent les mêmes qui sont dans d'autres travaux communautaires, qui font fonctionner les missions dont je parlais tout à l'heure.
avec des médias qui ne sont pas des porte-parole de groupes politiques. Enfin, la loi leur interdit expressément, les oblige donc à avoir une implantation locale, avec donc une nécessité donc du coup de relayer surtout les situations de vie concrètes des habitants. En 2006, l'équivalent du CSA au Venezuela, qui s'appelle Conatel, qui recense autour de plus de 440 médias de ce type, médias communautaires. Ces médias donc, permettent donc un rééquilibrage du paysage audiovisuel donc, entre les partisans et les oppositions au chef de l'État. Où donc, dans les premières années, l'ensemble des médias, la quasi-totalité des radios, de la presse écrite, sont dans une opposition donc insurrectionnelle à Chavez, alors même que cette opposition est minoritaire dans le pays, et que ces médias se construisent en réaction aux médias commerciaux, qui n'atteignent évidemment pas l'ampleur ni l'audience, ni même les moyens, enfin surtout pas les moyens financiers, mais ils rompent ce monopole et donc ils permettent de relayer des situations sur la vie quotidienne dans les quartiers populaires. Ils commencent à s'organiser. Enfin, il y a des embryons d'organisation au niveau national. On a une association nationale des médias communautaires libres et alternatifs qui se forme. Pour autant, il ne faut pas idéaliser, il faut toujours voir cette ambivalence de médias qui sont dans le cadre d'une alliance politique avec le gouvernement, avec l'État. Donc, ils sont animés par des militants sincères qui vivent les mêmes conditions de vie que les autres habitants de leur quartier et qui se veulent être des porte-parole, mais où le gouvernement les maintient souvent sous contrôle. Parce qu'un d'entre eux j'étais là-bas, me racontait que c'était un peu la muselière d'Arepa. L'arepa, c'est une galette à base de farine de maïs, qui est un peu la base de dire, c'est que pour subvenir aux besoins les plus alimentaires, c'est-à-dire manger, ils sont nettement dépendants du pouvoir politique. Pour le dire clairement, le mode de financement de ces médias alternatifs, ces médias communautaires, les empêche d'avoir une indépendance réelle à l'égard du pouvoir en place. C'est-à-dire que pour survivre, ils vendent des espaces de publicité à des organismes publics, parapublics, entreprises pétrolières publiques, PDVSA, donc qui est la principale source de revenus de l'État vénézuélien, les ministères, les collectivités locales. De fait, la publicité est ouverte à des financements privés, mais la grande majorité viennent de ces sources gouvernementales ou paragouvernementales, ou même lorsque ces médias essayent de diversifier leurs sources, ils ont toujours des grandes difficultés qui entraînent fatalement donc, un rapport de dépendance vis-à-vis du gouvernement. Et de fait, cette précarité économique, ce caractère provisoire des aides pas mis à charge du gouvernement, il limite l'autonomie de ces communes, du mouvement social. Les animateurs donc, de ces structures défendent à l'époque donc un autre système qui aurait pu fonctionner si l'objectif du gouvernement n'était pas de garder une base sociale sous contrôle, mais d'émanciper réellement les classes populaires. Leur projet, c'était de dire que l'abondante rente pétrolière qui alimente la plupart de ces programmes, que ce soit les programmes sociaux, que ce soit des médias communautaires, que ce soit toutes les organisations de quartier qui naissent à ce moment-là, elles pouvaient être confiées à une instance indépendante, élue par la population elle-même, et chargée donc d'attribuer des subventions fixes à chaque média en fonction de ses besoins, qui permettaient donc la diffusion, les renouvellements du matériel, un revenu décent pour l'ensemble des participants, ce qui n'aurait pas changé, qui n'aurait pas renversé le capitalisme pour autant, mais ce qui aurait pu permettre de faire un réel contre-pouvoir à long terme et pas seulement un instrument du gouvernement au sein du champ médiatique. Pour autant, ce que ressentent les habitants à ce moment-là et ce que définissent les militants sur place,
c'est qu'à ce moment-là, le Venezuela est un pays avec une situation révolutionnaire où tous ces organes constituent des embryons de double pouvoir, où on a un processus en tension entre une issue révolutionnaire qui est possible, où l'ensemble de ces organes locaux prendrait réellement une part de pouvoir effective, euh, aussi bien que la possibilité d'un retour à une verticalité du pouvoir, c'est-à-dire que la tutelle étatique est bien présente, mais elle s'articule avec des expériences démocratiques à la base. Ce qu'on constate, hein, c'est une participation intense, diverse de l'ensemble de ces mobilisations de quartier qui est impulsée par l'État, qui est impulsée par la Constitution, mais avec une série de politiques qui, dans leur majorité, que ce soit donc ces Mesa Técnica de Agua, que ce soit ces organisations communautaires autogérées, que ce soit ces comités divers et des coopératives, sont indépendantes de l'État. Cette participation, elle a évidemment un objectif politique pour le gouvernement, c'est-à-dire que dans un moment où, je le disais, il n'y a pas vraiment le contrôle des institutions, l'objectif du gouvernement dans ce moment-là, c'est de… j'essaye de regarder le chat en même temps, mais je vais faire une chose en même temps, une chose à la fois, ce sera mieux. C'est aussi donc de court-circuiter des pouvoirs locaux, de court-circuiter des pouvoirs municipaux, régionaux qui ne sont pas forcément acquis, de mobiliser sa base sociale. Dans chaque campagne électorale, Chavez va mobiliser ses leaders sociaux, ses citoyens donc engagés pour capitaliser des victoires électorales, souvent avec succès, qu'il n'arrive pas forcément à organiser euh, hors des moments électoraux terme. Mais à chacune des échéances, et il y en a au Venezuela dans ces années-là, quasiment chaque année, un référendum révocatoire, une élection présidentielle, une élection parlementaire, une élection locale, qui est vraiment des atouts par rapport à cela. Au fil des années, les gouvernements Chavez vont institutionnaliser ces mouvements de quartier, donc en les transformant en nouveaux niveaux de pouvoir, avec donc une loi qui institue des conseils locaux de planification publique, qui fait une première coopération interinstitutionnelle, donc avec des délégués communautaires élus et des représentants officiels, comme les maires, comme les conseillers, pour créer des plans de développement municipaux. L'objectif, c'est de faire remonter des demandes sociales à la base pour qu'elles soient prises en compte dans les politiques publiques conduites par la municipalité. Mais assez rapidement, on voit des blocages institutionnels, donc, avec donc, une difficile intégration des citoyens à l'agenda des politiques des autorités locales. C'est-à-dire que ces conseils locaux de planification publique qui sont institués avec 27 délégués, 12 d'entre eux qui représentent l'institution municipale traditionnelle, donc le maire, des chefs de secteur de la mairie, enfin des subdivisions de la mairie, et 9 conseillers municipaux, et 15 qui représentent des organisations populaires communautaires de base, avec le maire donc, qui est obligatoirement le président de ces conseils locaux de planification publique, et où les diverses organisations culturelles sont incitées à participer à ce type d'instance pour être entendues des pouvoirs publics. Des problèmes qui surgissent donc avec cette prépondérance du maire, et qui a toujours cette ambivalence entre donc une citoyenneté active par l'auto-organisation des communautés locales, par des transferts de compétences, mais toujours une attribution des fonds qui pose question et où les autorités élues gardent un pouvoir dans l'administration, donc des fonds alloués et donc des blocages qui se forment sur ces blocages locaux que connaissent donc les conseils locaux de planification publique. Les dispositifs de démocratie participative donc, sont transformés avec, en 2006, la promulgation d'une loi sur les conseils communaux, donc, où ces conseils communaux ont vocation à donner un cadre clair, cohérent à toutes ces formes de participation citoyenne donc, qui existent déjà dans les quartiers. L'objectif, c'est d'organiser des noyaux de 200 à 400 familles, donc selon les organisations locales,
et de constituer, donc d'harmoniser la participation citoyenne en rationalisant l'Assemblée, les ressources financières, les porte-paroles, les commissions. Dans la pratique, donc, les projets sont décidés et votés directement au sein de ces assemblées de citoyens, des ressources financières qui sont directement versées donc, à ces conseils communaux, mais dont la direction nationale reste nommée et rattachée à Chavez en personne. Et c'est-à-dire que la structuration, hein, de ces instances de démocratie participative, elle garde cette contradiction qui est la construction inhérente, donc enfin, la contradiction inhérente à ces expériences communalistes au Venezuela, c'est-à-dire un réel empowerment à la base, une réelle prise de pouvoir, augmentation des pouvoirs de la base, euh, d'une population qui était jusque-là exclue du système politique, mais une dépendance financière réelle. C'est-à-dire donc, enfin, que les sociologues qui ont travaillé sur ces questions montrent que c'est des formes de conseils de quartier qui ont des prérogatives, des budgets spécifiques, qui sont indépendants de l'administration municipale désormais, qui deviennent l'espace de coordination de toutes les formes innovantes de participation. Que le lien donc, entre l'organisation communautaire et le gouvernement municipal est nettement affaibli, mais au profit d'une dépendance directe à l'égard de la présidence de la République, que ce soit en termes politiques, que ce soit en termes économiques, qui consolide une relation forcément distendue et asymétrique, et qui favorise à long terme, donc à partir de 2007-2008, une érosion de la participation qui marque finalement un retour à une verticalité du pouvoir qui était plus ambivalente au début des années Chavez. De la même manière, les dynamiques qu'on a observées dans les médias communautaires vont s'enliser vers une reprise en main des médias par le gouvernement. Dès 2007, Chavez va ne pas renouveler le canal hertzien de la première chaîne de télévision. Et une des revendications des médias communautaires, c'est de dire nous, on s'en occupe, hein, on s'en occupe, on peut faire intervenir les populations des quartiers, de rendre la parole à la population dans ces médias-là. Et ce que va décider le gouvernement, c'est de créer une nouvelle chaîne publique liée au gouvernement qui va diffuser un message tout à fait pro-gouvernemental et sans critique donc, de l'exécutif. Là, on est en 2007, hein, si on revient sur la situation actuelle, je vois que le temps défile, on a évolué évidemment dans le champ médiatique comme dans les autres vers une réalité beaucoup plus autoritaire. On a une centaine de médias qui ont fermé, alors pour des raisons liées à l'exécutif de Nicolas Maduro, mais pas seulement. Ok, ça marche 3-4 minutes, je suis sur le point de conclure de toute façon, mais je vais essayer de ne pas dépasser les 3-4 minutes. Mais où ça va être aussi donc, des absences dans une crise économique grave, des absences de ressources pour pouvoir faire continuer à faire fonctionner ces médias. Ça va être des grands médias nationaux qui existent depuis des dizaines d'années, hein, qui vont finir par s'arrêter, et où aujourd'hui, ce sont essentiellement par le biais des réseaux sociaux ou des médias digitaux que le pluralisme malgré souvent donc, la précarité technologique du pays et le harcèlement que le gouvernement fait, donc avec notamment des lois contre la haine qui vont sanctionner de 20 ans de prison toute incitation à la haine et à l'intolérance, qui est une acceptation très, très générale qui permet donc de réprimer au gré des intérêts politiques tout mouvement dissident. Du côté des organisations de quartier, plus précisément, la participation citoyenne dont je parlais, elle a quasiment disparu. Ces conseils communaux qui sont devenus des communes en termes de nom, qui est un échelon supplémentaire de coordination, elles affrontent même maintenant des obstacles infranchissables et soit tendent à se désintégrer, soit deviennent des courroies pour distribuer les paniers d'alimentation que met en place le gouvernement en échange d'une loyauté politique, donc où le contrôle politique devient plus fort, où elles servent le gouvernement pour déterminer qui fait dissidence dans le quartier, qui s'oppose au gouvernement dans le quartier ou pas.
ce qui n'était pas le cas auparavant, hein. Les distributions de biens étaient évidemment pour tout le monde, y compris pour des opposants. On estime donc qu'il y a plus qu'une nombre limité d'expériences communales qui est toujours en fonctionnement. La plupart d'entre elles dans des zones plutôt rurales. Et aujourd'hui, les fondements économiques du pays et l'assèchement des finances publiques, donc pour des raisons diverses, on peut en parler, rendent au final assez illusoire, hein, la participation des citoyens à des projets d'organisation collective dans leur quartier, quand l'urgence est désormais à la survie individuelle, à l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. Pour finir, le cas le plus emblématique qui me semble de la mise au pas des organisations de quartier, c'est la commune qui s'appelle El Maïsal, hein, dans l'état du Lara, qui est dans le centre-ouest du pays, qui est un des rares exemples toujours dynamique, toujours en fonctionnement, et où le leader donc, de cette commune s'est présenté donc, à des élections municipales locales, a été soutenu par des partis alliés du gouvernement Maduro à l'époque, mais il a emporté nettement contre le candidat du parti présidentiel, donc avec près de 60% des voix, mais où, de manière autoritaire, les instances électorales ont décidé d'attribuer la victoire donc, au candidat gouvernemental. Donc ça montre bien des pratiques répressives qui montrent les limites auxquelles sont confrontées ces initiatives communales, donc, qui ont noué une alliance avec l'État, mais lorsque l'État se retourne contre eux, se retrouvent donc à des difficultés immenses, d'autant plus immenses que l'État était auparavant un allié de ce processus. Pour conclure, voilà, ces mouvements de quartier vénézuéliens ont connu un véritable âge d'or au début des années 2000, ont joué des rôles décisifs face aux tentatives de renversement de Chavez en 2002 et 2003, mais posent des questions sur ce rapport à l'État, sur cette dépendance à l'État et sur la nécessité de s'articuler comme contre-pouvoir effectif pour pouvoir avoir un rôle pérenne. Voilà, je ne vais pas essayer de déborder davantage. Je vous remercie de votre attention et je réponds à toutes les questions qui vous semblent nécessaires pour éclaircir tel ou tel aspect. Je vous remercie. Okay. Merci Thomas. Questions dans le chat, on peut les prendre tout de suite. Et puis après, on enchaînera avec la répartition en petits groupes. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions pour Thomas. Par contre, il y en avait quelques-unes pour Élise. Alors, il y avait la question de comment concrètement se passe la cohabitation sur un même territoire de personnes qui sont du côté autonome zapatiste et de celles qui sont plutôt rattachées au pouvoir central mexicain. Il y avait une question qui rejoint un peu sur la position des zapatistes par rapport à la situation du Mexique actuelle. Alors, il y avait une question sur comment est-ce qu'on fait pour concilier le temps de travail voilà, pour la vie qui est nécessaire et le temps aussi également nécessaire et important pour faire vivre la démocratie, de la participation à l'autogouvernement notamment. Voilà comment ça s'organise concrètement. Et puis, il y avait une question sur l'accueil des zapatistes qui vont venir. Est-ce qu'on a prévu de les accueillir? Est-ce qu'on peut être informé là-dessus? Voilà, à peu près les questions qui étaient posées. Oui, alors sur la cohabitation entre les deux systèmes, oui, de fait, c'est une très bonne question. Ça prend différentes formes. Donc, pour tout le monde, en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que le territoire sur lequel se trouvent les zapatistes, qui est grand, disons à peu près comme la Belgique, n'est pas entièrement sous leur contrôle. Il n'y a pas du tout fait sécession. Donc, il peut y avoir un village voisin, un qui est zapatiste et l'autre pas, et parfois au sein du même village. Et donc, j'imagine que la question se pose d'autant plus au sein du même village. Alors, ça peut se passer très bien.
C'est-à-dire, à quoi il sert le pouvoir zapatiste à organiser des coopératives ensemble? Bah, s'il y en a qui ne sont pas dedans, ils ne sont pas dedans. Ce n'est pas un problème. À organiser un système d'éducation, ça n'empêche pas les gens d'aller à une autre école que celle des zapatistes. La santé, pareil. Les juntas de buen gobierno, elles font en grande partie du rendu de justice, donc ça n'oblige personne. Donc ça peut se passer très bien dans ce sens-là, à savoir que chacun va au système qu'il veut. Et de fait, dans les régions où ça se passe bien, il y a pas mal de témoignages qui disent que quand même les dispensaires zapatistes, les écoles zapatistes, ils accueillent beaucoup de non-zapatistes aussi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être zapatiste, mais recourir occasionnellement à ces services-là. Maintenant, il y a des endroits où ça se passe mal aussi. Ça se passe mal, ça veut dire qu'il y a des tensions qui montent entre les zapatistes et les non-zapatistes. Et ces tensions, elles peuvent monter très très fort, notamment parce qu'elles peuvent être encouragées de l'extérieur, en sous-main ou ouvertement, par le gouvernement. Encouragées, par exemple, dans une situation que j'avais connue, qui était à Banabil, dans Los Altos de Chiapas. Donc, il y avait 4 familles qui étaient bases de apoyo. C'est comme ça qu'on appelle les gens bases d'appui. Donc, c'est les gens qui sont zapatistes, mais ils ne sont pas dans l'armée, quoi. Ce n'est pas des miliciens. Juste la majorité des zapatistes, juste des bases d'appui. Donc il y a quelques familles qui étaient encore bases d'appui et les autres avaient quitté progressivement le mouvement. Donc pourquoi les gens quittent le mouvement? Des raisons tout à fait connues au Chiapas, c'est que les partis politiques donnent de l'argent et l'État aussi aux gens qui sortent des mouvements de construction de l'autonomie. Au sens où ça peut carrément être leur donner de l'argent tous les mois qui permet d'acheter ce dont on a besoin, financer la construction de leur maison. Vraiment, il y a une espèce de financement comme ça contre les mouvements d'autonomie. Et là où ça se joue, c'est que ensuite le gouvernement peut promettre, il peut dire: ah mais s'il n'y avait plus aucune famille zapatiste dans votre village, alors on construirait ci, ci et ça. En l'occurrence, c'était un stade de sport, etc. Et c'est ça qui avait fait monter les tensions à cet endroit-là, en particulier à Banaville. Ils avaient aussi armé les non-zapatistes. Ils leur avaient proposé un entraînement militaire et leur avaient donné des armes. C'est arrivé au point où il y a eu des incidents. Donc comme très très souvent, ça commence par des coupures d'eau, mais c'est allé beaucoup plus loin. Et les familles zapatistes se sont fait tirer dessus et se sont trouvées du coup, de fait, ont fui, donc se sont trouvées déplacées. Et ça a duré pendant des années. En ce moment, depuis quelques années, il y a des retours temporaires accompagnés par des observateurs des droits de l'homme, et c'est à cette occasion que je les avais rencontrés. Donc quand ça se passe très mal, ça peut aller jusqu'à très très mal. Heureusement, c'est ponctuel, c'est vraiment occasionnel. On les connaît, ceux qui se passent très mal, parce qu'on en entend beaucoup parler, on les accompagne. Mais il y a plein d'endroits où, en fait, être zapatiste ou non zapatiste côte à côte, c'est pas un problème. Tant que personne vient mettre la zizanie, c'est pas un problème. Mais parfois, il y a la zizanie. La position par rapport au Mexique actuel, c'est pas entièrement clair pour moi ce que ça recoupe. J'imagine par rapport à la situation politique du Mexique, la répression, les disparus, etc. Mais les zapatistes, comme beaucoup, beaucoup de mouvements de construction d'autonomie, c'est pas que eux sont évidemment en résistance contre ça. Eux, comme ils s'organisent, qui sont nombreux, ils ont les moyens, par exemple, de tenir hors de leur territoire les cartels. C'est une région où il n'y a pas de problème de cartel de drogue, etc. Donc ça calme déjà beaucoup, beaucoup le niveau de violence. Et oui, voilà, à part ça. Ou je ne sais pas si la position par rapport au Mexique actuel, c'est au gouvernement actuel, parce qu'actuellement, il y a un gouvernement de gauche gouvernementale qui se dit favorable aux indigènes. Donc, espèce de gouvernement qui maintient des projets destructeurs des terres indigènes, mais tout en ayant un discours qui n'est pas un discours d'humiliation des indigènes, mais plutôt de bienveillance. Donc ça suppose une autre manière de résister. Donc les populations indigènes, les zapatistes et les autres, ils continuent à défendre leurs terres, ils disent non, on ne va toujours pas faire passer un train, un projet touristique, etc. Mais voilà, dans une autre forme de résistance, puisque le gouvernement en face n'est pas le même. La conciliation du temps de travail et du temps politique, je crois que c'est une vraie question. En parlant avec les quelques personnes avec qui j'ai parlé de ça, de fait se manifestait, et c'est pour ça qu'on en parlait, le fait que ça leur prenait du temps, que en fait c'est une charge. C'était dans une communauté à la Realida où il y a des zapatistes et des non-zapatistes. Et donc la conversation portait sur le fait que être zapatiste, ça demande du travail, quoi. C'est un engagement, il faut quand même le porter, enfin c'est pas facile, puisqu'on est supposé tous prendre à son tour des charges dans la coopérative, dans le gouvernement, dans le machin, dans le truc. Ils avaient l'air de trouver que ça faisait beaucoup. Je pense que la manière dont ça marche, c'est quand même principalement que leur travail, c'est pas du travail salarié avec des horaires. Ils sont quand même flexibles. Oui, tenir la milpa, tenir un champ, c'est du travail. Il y a des grosses saisons, mais c'est tout le monde en même temps. Donc pendant les grosses saisons, c'est pas là qu'on fait le plus de réunions pour la coopérative, peut-être. Mais globalement, oui, le travail plus la famille plus le temps politique, ils disaient que ça faisait beaucoup. Et en même temps, la possibilité d'aller à la milpa quand on veut, de pouvoir ne pas y aller un jour,
de pouvoir y aller avec les enfants. C'est des recoupements entre les temps qui fait peut-être un emploi du temps moins éclaté, moins comme ça zoné entre des activités supposées incompatibles. Mais ils le thématisent, on a déjà entendu sur place. Notamment les femmes qui disent que malgré tout, elles ont l'impression qu'elles continuent à s'occuper plus de la maison que les hommes. Elles râlent, ça avance, mais elles ont l'impression que c'est toujours le cas. Et elles disent des fois, ouais, bah, si on va moins à la junta et qu'on se propose moins pour ça, c'est peut-être parce qu'on a du travail à la maison, quoi. Donc voilà, ça existe comme problème aussi. Et très rapidement sur le programme, l'accueil, évidemment, oui, une énorme organisation depuis des mois pour accueillir le voyage zapatiste. Donc oui, on va les accueillir. Il n'y a pas un programme précis parce qu'on n'a pas leur date d'arrivée exacte. Les 7 premiers, ils arrivent en bateau. Là, on commence à savoir quand ils arrivent parce que c'est à peu près aujourd'hui. Donc, même si les vents sont mauvais pour le bateau et que ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais ça commence à être un peu précis. Ça, c'est seulement les 7 premiers, par contre. Et ils attendent que les 7 premiers rentrent, notamment rentrent dans Schengen, qu'on soit sûr que ça marche, pour poser le voyage en avion des autres. Donc, comme on n'a pas leur date d'arrivée, on n'a pas de programme. Vraiment, là, avec l'arrivée des 7 premiers, je dirais dans les prochaines semaines, ça va se clarifier. On aura des dates plus précises, plusieurs parcours probablement à travers l'Europe. Et évidemment, les 2 sites qu'on peut surveiller pour avoir le plus de nouvelles, 2-3 sites pour ceux qui veulent des nouvelles. Comme ça, dès que le programme existera, il sera mis en ligne et vous le trouverez.